Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. À côté de moi, Hubert Ospadja. Salut Hubert. Dominique, bonjour. Horse Trading toujours. Et pour l'instant, Plus que jamais, pourvu que ça dure. Tant que je paye mes 10 €, je pense que je suis accepté. Ouais, mais on avait effacé la dette. Bon, d'accord. On s'en sort bien. À la réalisation, vous aurez Samy Boisa. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Salut Samy, qu'on retrouvera avec Cédric Philippe pour les pronostics du galop. On salue Gilles Barbarin qui est loin à l'autre bout de la terre pour la Japan Cup qui aura lieu dimanche matin. Le trot, ce sera avec Alexandre de Koopman et Jérémy Lévy. On aura un invité, Benjamin Rochard, qui sera l'un des grands hommes de ce week-end, puisqu'il a d'ores et déjà remporté le Grand National du Trot 2025, même si le cheval vainqueur, Indy Gir, ne court pas. Il sera lui au sulky d'Arles-Gemma, mais c'est lui le meilleur driver 2025 et il peut encore ambitionner d'être le meilleur jockey parce que vous savez que le Grand National du Trot, c'est 3 challenges, le Grand National du Trot des professionnels, le Grand National des amateurs et le Grand National des jockeys. Il est actuellement 3e, on verra tout cela avec lui. Un grand témoin dans cette émission, Pierre-Emmanuel Goetz, aujourd'hui restaurateur, qui fut l'une des figures emblématique d'Equidia. Il y aura passé 25 ans, il en est parti il y a 1 an et demi et il nous donnera son ressenti parce qu'il est toujours dans les courses, son fils est driver, il s'intéresse toujours aux courses, il va régulièrement sur les hippodromes, il a été l'une des chevilles ouvrières de l'étape du Grand National du Trot qui s'est couru à Lisieux le 24 septembre dernier. L'occasion de faire le point avec lui sur les sursauts que connaît, et sursauts, c'est un euphémisme, les sursauts que connaît actuellement l'institution des courses. Dans l'actualité, eh bien, cette information, Josh Power positif à l'issue de sa 4e place dans le Prix des Cévennes qui avait été remporté avant qu'il ne court le Prix de Bretagne par Juchuatri. Josh Power qui avait remporté justement ce Prix de Bretagne, Juchuatri s'était classé 2e. Et Josh Power positif. Alors, la molécule, c'est assez drôle, non, ça ne l'est pas du tout. Positif à la morphine et à l'oripavine. En fait, ce sont 2 molécules que l'on trouve dans le pavot, donc dans le coquelicot. En cause, une contamination alimentaire dans 3 aliments, des aliments des marques DP Nutrition, Royal Horse et Equideos. Et on a une petite dizaine de cas comme cela, comme Josh Power, de chevaux qui ont été positifs. La décision concernant Josh Power devrait être connue la semaine prochaine. En attendant, ce que l'on sait, c'est que 2 trotteurs ont déjà été suspendus de l'entraînement Bruno, père et fils. Le fils, c'est avec Je rêve du bois, Charles-Marcel Bruno en est l'entraîneur. Et il est exclu des hippodromes jusqu'au 27 novembre inclus, autrement dit depuis hier, pour un prélèvement qui avait été effectué le 3 octobre. Pour combien de temps ils sont exclus? Pour combien de temps? Un mois, voilà. Donc ça laisse encore la possibilité à Josh Power d'être compétitif pour le Prix d'Amérique. Ah oui, non, ça ne posera pas de problème. Après le Prix de Bretagne, il a dû être contrôlé aussi. Donc, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent le résultat de ça. Voilà. On a ensuite Maestro Jamini qui est entraîné par Jacques Bruno. Lui est même sanction, morphine et oripavine. Voilà. Donc contamination alimentaire, c'est simple. C'est que quand on fait les granulés, avec de la luzerne, il y a des coquelicots qui traînent. Pour le peu qu'ils soient un peu chargés en morphine, en oripavine, vous le retrouvez dans l'aliment. Alors j'ai eu au téléphone Sébastien Arnaud qui me dit voilà, moi, on n'achète pas par sac ces aliments-là, c'est par silo. Donc tout le silo est condamné. Et ce sont ceux qui font ces aliments qui vont être chargés du dédommagement. J'espère qu'elles sont assez solides financièrement parce que je pense qu'ils vont devoir indemniser tout ça. Donc, a priori, on va avoir quelques cas qui vont sortir avec ces 2 molécules que sont la morphine et l'oripavine. Autre information... J'arrive. Oui, Equidia, il y a du rififi à Equidia. On a appris il y a 3 jours la démission de Philippe Stoltz. Alors, Philippe Stoltz était directeur des contenus d'Equidia. Et oui, il y a des contenus à Equidia. Ce n'est pas seulement, des courses en direct, a priori. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un CSE il y a 3 jours et
eh bien, après une question de l'un des délégués, journaliste, Philippe Stoss, le directeur des contenus, eh bien, n'a pas souhaité répondre et a dit qu'il démissionnait. Et selon mes informations, il est actuellement en arrêt jusqu'au 12 décembre prochain. Ambiance très tendue entre les salariés, entre la direction, parce que les salariés reprochent à la direction eh bien, de faire appel à énormément de consultants à la direction d'Equidia, et cela ne plaît pas du tout. Donc, affaire à suivre chez nos confrères d'Equidia. Les chiffres du PMU, moins 3,4% VS 2000. Oui, ça va mieux, je vous vois faire la mousse, ça va mieux. Il y avait 4,2 toute l'année. Oui, on est même allé jusqu'à moins 5,1, vous voyez, à un moment donné. Et vous avez la répartition, M. Cordier? Non, je n'ai pas de répartition, je vous l'ai dit brut, parce que sinon on va passer toute l'émission. Non, mais entre trop, il y a l'eau, la répartition. Moins 267 millions d'euros dans la caisse VS 2024. Oui. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, étonnamment non, puisqu'on est habitué, maintenant la France n'a pas de budget, le PMU non plus. On se réunira pour le budget du PMU, on annonce un CA le 18 décembre prochain. Ouais, un reflet de la société. Ouais, non, mais c'est ça exactement, on est à l'image de la société française d'aujourd'hui, on n'a pas de budget pour le PMU. À voir ce que cela va donner. Ils n'ont toujours pas trouvé le hasard pour prendre la tête du PMU? Non, alors... toujours pas de fumée. Toujours pas de fumée blanche. Ça, c'est un truc de fou. Alors... Pour être raccord avec ce que nous annoncions en exclusivité la semaine dernière, Cyril Giraudat a bien été reçu par les trois têtes pensantes de l'institution, à savoir messieurs Guillaume de Saint-Seine, président de France Gallo, Barjon, président de Dutrot, et Wörth, préfigurateur de PMU 2030. Selon certaines sources, c'est une procédure normale dans le cadre d'un recrutement. Donc, ça veut dire on attend, on procrastine et rien n'avance de ce... On va parler de Vincennes ensuite, où il y a une fronde qui est en train de grandir. On la sent monter. Elle concerne la restauration des socio-professionnels. Si vous allez à Vincennes, depuis toujours, c'est la FASEC qui gérait ce que l'on appelle le sous-marin, c'est-à-dire le restaurant en sous-sol où les socio-professionnels pouvaient se restaurer à midi ou le soir dans le cadre d'une nocturne, ce qui est le cas de ce vendredi soir, et le bar du premier étage. Le fait est qu'on trouvait que la FASEC, ça coûtait trop cher à la FASEC, donc on a retiré la FASEC et on a fait appel à un prestataire extérieur. Là, ils ont retiré les clients, par contre. Voilà. On a retiré les clients parce que la nourriture proposée aux clients, comme vous les appelez, n'est absolument pas à la hauteur. Le service n'est pas à la hauteur. Je veux dire, quand les prix sont assez hauts, par contre. Les prix, c'est bien. Oui. Au moins, on a réussi ça. Les prix, c'est bien. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, et on parle du bar du premier étage, c'est que les gens n'ont pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. C'est-à-dire que quand on a un cheval à préparer, on vient prendre un sandwich, on prend une boisson et ça dure 2 minutes. Il ne faut pas que ça dure 10. Là, ça dure 10 parce que le serveur est tout seul. Pas très à l'aise avec l'ergonomie de son bar, donc les gens attendent, donc ça gronde. Et d'ailleurs, on était à Vincennes jeudi, et il n'y avait personne au restaurant. Voilà, les gens ont pris le pli, maintenant viennent avec leur sandwich, et le restaurant de ce professionnel est pour ainsi dire inexistant. Autre fronde, c'est celle qui va concerner les propriétaires, et là, le trot, pour le coup, n'y est pour rien. Parce que la mairie de Paris a souhaité récupérer le parking qui est situé face à l'hippodrome, qui permet aux propriétaires de garer leur voiture, de faire une trentaine de mètres et d'être tout de suite dans la salle des balances de l'hippodrome de Vincennes. C'est terminé, tout ça, fini. Maintenant, on va aller garer, comme tout le monde, la voiture dans le centre de l'hippodrome. Et ensuite, on a 300 ou 400 mètres à pied à faire avant d'atteindre sa loge, son salon, sa place au restaurant. Comme avait dit l'entraîneur, ça va être un aller simple, un retour compliqué. Aller simple et retour compliqué. Voilà. Alors, aller simple, retour compliqué, vous savez que c'est une tirade du baron de l'Écluse. Oui, c'est ça. Voilà, le baron de l'Écluse avec Micheline Prel, Jean de Sailly et surtout Jean Gabin. Oui, on va rentrer facilement, mais pour ressortir, ça va être assez compliqué parce que les ascenseurs, on les attend longtemps. Oui. Et puis le reste, c'est la sortie des voitures. Exactement. Et gronde également dans les vestiaires parce que dans une recherche d'économie tous azimuts, on en a parlé la semaine dernière, puisqu'on demande à chacun de réduire ses budgets de 10 à 15% quand on a un budget, ce qui n'est pas le cas, on l'a vu avec le PMU. On envisage de demander
aux drivers jockeys de payer leurs valets. Vous savez que les valets sont aujourd'hui payés par le groupement des techniques des hippodromes parisiens, le fameux GTHP, et on demande finalement aux drivers et aux jockeys de mettre la main à la poche. Je pense qu'au galop, ça doit être la même limonade. Donc ça grince un peu de tous les côtés. C'est vraiment des petites économies qui mènent nulle part. Sur ce, on va souhaiter un bon meeting quand même. C'est des petites économies à côté, il y a des grosses dépenses que personne ne veut constater, et puis des petites économies. Oui, mais il faut en faire, mon cher. De tout cela, on va parler avec Pierre-Emmanuel Goetz, qu'on retrouve tout de suite. Oui. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Bonsoir Pierre-Emmanuel Goetz. Comment ça va, Dominique ? Écoutez, moi je vais bien, et vous-même ? Écoutez, ça va très bien. Je suis toujours à Lisieux dans mon restaurant Pizza Pasta et ça se passe plutôt bien. Je vous suis attentivement, je suis les courses régulièrement. Alors justement, PE, je suis pas surpris, mais je suis toujours étonné. Vous avez arrêté votre fonction de commentateur, chroniqueur à Equidia il y a 1 an et demi maintenant. Oui, un peu plus d'1 an et demi. J'ai décidé, et c'est de mon propre chef, de cesser ma collaboration avec Equidia, d'un commun accord avec la direction, étant donné que j'étais plus justement en accord avec la direction qui a pris la chaîne là durant ces dernières années. En plus de commenter les courses, moi j'étais responsable de pas mal de choses, notamment des magazines et des documentaires. Les documentaires, à mon sens, raconter des histoires d'hommes et des chevaux, c'est essentiel pour une chaîne comme Equidia qui doit être la vitrine des courses. Je pense que c'est vraiment le vecteur de communication principal de l'institution et comme on m'a enlevé tous les budgets pour pouvoir raconter tout ça, et je pense que c'est essentiel pour nourrir la passion des turfistes et pour aussi la provoquer, pour aller chercher la conquête. Bien, étant donné que j'avais plus ça, je ne voulais pas cautionner ce qui se passe aujourd'hui, donc j'ai décidé de mettre un terme et de façon correcte avec mes employeurs. Et vous avez pris changé totalement de voie. Vous êtes devenu restaurateur à Lisieux, vous l'avez dit. Et je suis très surpris. Non, mais c'est vrai que je veux dire, les gens vous aiment parce que dès qu'on met votre photo et qu'on dit que vous êtes invité spécial dans Equidia, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, il y a plein de messages sympathiques de gens auxquels vous manquez. Mais moi, je les aime également beaucoup parce que on est tous une famille. Que ce soit les turfistes, les éleveurs, les propriétaires, tous les socioprofessionnels, les journalistes aussi, on fait tous partie de la même famille parce qu'on a tous la même passion en nous. Et je pense que moi, j'ai essayé durant ces 25 ans Equidia de transmettre cette passion, comme mon père a pu le faire à sa manière aussi. Et voilà, à partir du moment où on fait partie de la famille, je pense que quand l'un part, c'est peut-être assez naturel d'avoir une pensée, mais j'ai le sentiment effectivement que les gens sont contents de me voir et de me parler quand ils viennent me voir de temps en temps, quand je vais sur les hippodromes, parce que j'y vais encore le dimanche quand mon activité me le permet. Je sens qu'il y a toujours cette flamme et cette envie de discuter de ce qu'on aime par-dessus tout, c'est-à-dire les chevaux. Tiens, vous parliez de votre papa, on salue Pierre-Joseph bien évidemment, qui est un partant dans le super top 5 de ce samedi à Vincennes, c'est Hermès Aufort. Est-ce que vous avez des informations derrière les fagots? C'est pas une première chance, on va pas se cacher la vérité. Écoutez, moi j'ai pas d'informations très précises. Je sais que c'est un petit cheval qui est honnête, c'est toujours un cheval de province qui essaie de grappiller quelques sous, mais c'est pas un champion. À mon avis, faut pas envisager la victoire avec lui. Alors, on parlait de documentaire. Vous avez bien fait de partir d'Equidia parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, on n'allait pas rester à Equidia à faire les carreaux. Est-ce qu'à votre sens, puisque l'on parle d'Equidia, la direction qui est prise aujourd'hui est la bonne? Est-ce que d'en faire un outil pour les experts de l'expertise, c'est une bonne chose? Ou est-ce qu'il faut revenir à une chaîne plus conquérante et plus à même de faire partager la passion du cheval à ceux qui la regardent? C'est ce que je vous ai dit au tout début, c'est-à-dire que je pense que Equidia doit vraiment avoir ce rôle de vecteur de communication pour l'institution des courses. C'est essentiel et je pense que la chaîne avait été créée pour ça, pour diffuser les courses, mais également pour raconter des choses, pour raconter des histoires d'hommes et de chevaux, parce que sinon on devient du loto, on devient des numéros et des cotes. Et je pense que le turfiste, celui qui a déjà été conquis, mais qui peut-être perd un petit peu de son intérêt pour les courses, et celui qu'on pourrait conquérir, eh bien il faut que ça passe par
par le fait de raconter des choses, de rentrer à l'intérieur des écuries, se retrouver à l'intérieur également des histoires, parce qu'il y a des histoires formidables à raconter. On raconte plus rien aujourd'hui sur Equidia. On diffuse de la course au quotidien. Alors il y a une petite émission de pronostic. Je sais que Gilles Barbin aime bien dire qu'il en a assez de voir la répétition de la même émission tous les matins. C'est un peu Je suis vrai. d'accord avec lui. C'est même vrai la nuit, bien sûr. Dites-moi, PE, l'événement pour vous cette année, l'événement hippique pour vous cette année, ça aurait été la manière dont vous êtes investi dans l'organisation de l'étape de Lisieux, du Grand National du Trot. C'était le 24 septembre. Hein, ça vous a pris de longues semaines. À froid maintenant, c'était le 24 septembre, on est rendu au 28 novembre. Quel bilan tirez-vous? Que pensez-vous avoir réussi dans l'organisation de cette étape du Grand National du Trot? Il y en a eu deux belles cette année, on ne va pas faire... dire la vérité, il y a eu celle de Feur qu'on aime beaucoup, on salue Gérard Bachet. Il y a eu la vôtre à Lisieux. On n'avait jamais vu une étape comme ça à Lisieux. Qu'est-ce que vous retenez de positif et de négatif? Qu'est-ce que vous allez améliorer? Je pense que ça revient dans 2 ans. Peut-être serez-vous un peu plus encore impliqué dans l'organisation. Vous retenez quoi de ce 24 septembre 2027? Je retiens déjà une chose, c'est que moi je suis bénévole de l'hippodrome de Lisieux comme je peux l'être pour d'autres hippodromes, mais là vraiment on m'a donné la possibilité de faire quelque chose de fort lors de cette étape du GNT, donc j'ai pris ça en main avec toute une équipe, et ce qui est assez formidable, c'est de voir l'enthousiasme et l'envie de la part de bénévoles de construire quelque chose pour redonner vie à cette étape du GNT, à ce circuit du GNT. Moi c'était un peu mon objectif, je me souviens encore qu'au tout début des années 2000, le GNT c'était un véritable événement, le mercredi tout le monde se déplaçait pour aller voir la course. Il y avait un monde fou sur les hippodromes de province. C'était un véritable événement. Ça ne l'est plus devenu depuis plusieurs années. Alors il y a encore, et j'en parlais avec Bernard Pellan, qui est le président de l'hippodrome de Saint-Malo, il y a encore des étapes qui font venir du monde parce qu'elles sont bien placées dans le calendrier. Saint-Malo, c'est au début du mois d'août, on est en bord de mer, il y a beaucoup de monde, les gens sont en vacances, donc ça fonctionne. Mais pour toutes les autres étapes, c'est toujours très compliqué. Et donc il faut réussir à trouver un moyen de faire venir du monde. Et on a discuté ensemble pendant des mois pour essayer avec l'équipe d'envisager de faire venir des personnalités des courses. Pas vraiment finalement chercher à faire venir des gens extérieurs aux courses, des vedettes, pourquoi? Parce que moi c'est toujours ce que j'ai connu au sein de l'institution des courses, et pour se faire connaître, c'est absolument aller chercher des vedettes extérieures. Moi je pense que les vedettes, c'est les vedettes qui sont à l'intérieur. Faire venir de grands journalistes, de grandes voix, faire venir de grands professionnels, réussir à faire venir des gens du galop comme Alain Droyer-Dupré, comme Jean-Paul Gallorini, associer le trot et le galop, et parler aux turfistes qui aiment ça et leur raconter des choses. Je pense que c'est nettement suffisant, et c'est comme ça qu'on a voulu construire la chose, et ce GNT qui a été en partie une réussite et en autre partie un peu une déception, parce que la réussite, c'est que finalement j'ai été très content d'être là. Et vous en avez fait partie d'ailleurs, Dominique, je vous ai sollicité et je vous en remercie, ainsi que les autres. Mais il y a eu des déceptions parce que quand vous vous dites le mercredi matin, vous allez dans le PMU principal de Lisieux, et que finalement, alors qu'on espère avoir du monde, eh bien qu'on n'arrive pas à drainer des personnes pour qu'ils puissent profiter un peu de cette animation, ben je me dis qu'on a raté quelque chose. Quand je vois qu'on a réussi à faire venir un peu plus de 3000 personnes et qu'on pourrait normalement en faire venir beaucoup plus, je me dis que est-ce que c'est pas un problème de calendrier, qu'aujourd'hui, le mercredi après-midi, c'est plus le jour pour pouvoir faire venir du monde en province. Les gens travaillent le mercredi après-midi, c'est très très compliqué de les faire venir. Est-ce qu'il faudrait pas les faire venir le samedi et organiser ça le samedi pour le GNT en province? Voilà tous ces éléments qui me font dire qu'il y a eu de la réussite, il y a eu de la bonne ambiance, il y a eu du spectacle. Luis Fernandez est venu, tout ça a été fait en plus de façon totalement gracieuse. Tout le monde est venu par ses propres moyens. Luis Fernandez est venu, il a demandé 0. Il est venu avec Daniel Leclerc qui a joué le jeu, qui a été formidable. On a fait des animations, il y a eu de la pétanque, il y a eu plein de choses comme ça autour des courses, et ça a été un moment assez festif, mais je dirais pas suffisant pour qu'on se dise que ça a été une totale réussite. Justement, vous parlez du GNT, on repart l'année prochaine sur la même donne avec des étapes qui se déroulent l'après-midi. Je parle du GNT 2026. En 2027, on espère que ça va changer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour ripolliner ce GNT et le rendre un peu plus appétant? Peut-être aller sur 18 partants, parce qu'on a quand même beaucoup de rouges sur les étapes de fin de circuit. On l'a vu notamment à Nantes, à Mokanchy et auparavant. Quelles seraient vos solutions
ou les pistes que vous pourriez soumettre aux décideurs pour redonner de l'éclat à ce Tour de France des trotteurs? Ben déjà, je pense qu'il faut pas le perdre, il faut pas l'arrêter, loin de là. Il faut absolument continuer à essayer de le mettre en valeur. Et pour ça, déjà, je vous le disais, c'est une histoire de calendrier. Je pense qu'il faut le placer ailleurs qu'en plein milieu de semaine. Je pense que ces étapes, il faut qu'elles aient lieu le week-end. Alors, soit le samedi, soit le dimanche. Vous allez me dire, le dimanche, c'est la priorité à Paris, mais je sais pas, il faut y réfléchir. Alors déjà, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, problème de partants, des émojis rouges. Moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait des émojis rouges dans une course, parce qu'en fait, on demande aux professionnels de savoir si oui ou non il est capable de faire l'arrivée avec son cheval, s'il est à 100%, s'il est capable d'être dans les 4 ou 5 premiers. Moi, je leur tire pas dessus, et je tire pas non plus sur ceux qui ont décidé de mettre en place l'équipe du trot, qui a essayé de mettre en place ce système d'émojis pour tout simplement donner des informations aux parieurs par l'intermédiaire directement de l'entraîneur. Ça c'est très positif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la situation où on a des chevaux qui doivent se préparer et qui se préparent dans des courses support de quintet. Et ça, c'est pas normal. On doit leur trouver une possibilité de se préparer autrement, ailleurs, dans d'autres conditions. Est-ce que c'est dans des cours de préparation hors pari mutuel? Je pense que ça peut être la bonne voie. Est-ce que ça doit être dans d'autres courses encore? Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça pour réussir à avoir, alors si c'est 16 partants, parce que c'est dans cette configuration qu'on a le meilleur chiffre d'affaires. Et encore, il faut voir sur le long terme, j'en suis pas totalement sûr, mais c'est ce qu'avance le PMU. Pourquoi pas? Mais alors, il faut que ce soit 16 partants avec 16 chevaux qui sont capables d'être dans les 4-5 premiers, en tout cas avec les entraîneurs qui sont dans l'espoir de le faire. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui posent problème dans le calendrier et dans les conditions de course. Aujourd'hui, ça devient impossible de rendre 50 mètres victorieusement ou d'être dans les 5 premiers d'un GNT pour un entraîneur. En tout cas, impossible. Peut-être pas impossible, mais en tout cas, on ne le tente plus. C'est fini ça. C'est fini ce temps-là. C'est fini le temps de Général du Lupin. Le dernier en date, si je dis pas de bêtises, c'était le cheval de Canet qui a gagné aux 50 mètres croisé la roche. Mais toutes ces courses où on a eu Général du Pommeau et autres qui ont tenté leur chance aux 50 mètres, on n'est plus aujourd'hui dans la configuration où les chevaux sont capables de le faire. On peut pas leur faire mal comme ça. Donc finalement, on laisse la possibilité d'avoir 4, 5 partants aux 50 mètres qui sont des émojis rouges parce que les entraîneurs, ils n'ont pas d'autre choix que de courir dans cette course-là pour préparer leurs chevaux pour d'autres courses, mais ils courent sans chance. Donc résultat des courses, on a 8 à 9 partants qui sont capables de faire l'arrivée et on a avec ça des rapports faméliques au niveau du quintet. Ça écœure tout le monde, ça écœure les turfistes. Les turfistes, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin d'avoir des rapports intéressants. Il y a un problème de recyclage, mais il y a également un problème de programme qui engendre justement ces rapports trop faméliques et qui font fuir en quelque sorte les parieurs. Vous recevez dans votre restaurant à Lisieux beaucoup de socioprofessionnels. Vous savez que l'institution des courses traverse depuis 2 ans maintenant une crise grave. Quel ressenti avez-vous de ce qu'ils vous disent de leur quotidien? Ils sont inquiets, mais du côté du trot, je vous dirais que, étant donné que les allocations ne bougent pas, ils ne se rendent pas compte de ce qui va leur arriver. Et ça, c'est un problème, et il faut leur faire prendre conscience de ça, ou en tout cas, il faut anticiper les choses et surtout aller très vite aujourd'hui pour éviter la catastrophe. La catastrophe, elle n'est pas encore arrivée. La catastrophe, elle va venir dans quelques temps si on ne bouge pas, si on ne fait pas quelque chose. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que les professionnels ne sont pas aussi inquiets que ça parce qu'ils ne sont pas encore touchés directement avec leurs allocations. Le jour où on le fera, ce sera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans. À ce moment-là, ils vont bouger, mais ce sera peut-être trop tard. Donc, il faut prendre les devants. Il faut travailler pour eux. Il faut que eux également se mettre en ordre de marche pour essayer de changer les choses. Est-ce que les courses doivent se réinventer? Oui, je pense. Il faut qu'on prenne conscience que ce qu'on faisait depuis des décennies, il faut peut-être le changer. Côté professionnel, côté programme, côté organisationnel, côté communication. La communication, elle a été laissée de côté. On a un problème aujourd'hui qui est structurel énorme, avec des difficultés de rapprochement entre le trot et le galop, c'est incontestable. Et même si on a vu il y a quelques jours l'histoire du 50-50, mais ça suffit pas. Les sociétés mères, elles fonctionnent aujourd'hui trop en solo. Elles sont chacune de leur côté, elles
elles sont chacune en train de faire leur petite popote. Il faut une mutualisation de beaucoup de services. On a Thémis qui est là et finalement Thémis qui devait être efficace et qui permettait normalement de faire des économies, de la clarté, puis de la productivité. Bien finalement, on constate que ça fonctionne pas. On travaille avec des réunions en visioconférence, me dit-on, entre les différents services et les différentes sociétés. Je trouve ça complètement dingue alors qu'on est dans le même immeuble. Il faut réussir à ce que le Trot et le Galop soient ensemble et qu'on travaille de concert pour réussir à faire remonter les choses dans le positif. Equidia, le PMU doivent également se remettre en question. Il faut réussir à trouver un moyen pour que finalement l'ensemble de l'institution, y compris le PMU, y compris Equidia, puisse s'accorder avec des gens compétents, des gens qui aiment les courses, des gens qui ont des responsabilités qu'on leur donne parce qu'ils sont connaisseurs de courses tout en étant connaisseurs du secteur d'activité dans lequel ils sont. Et il faut que tout ça soit mis sur la table et que il y ait une discussion qui se passe entre tout le monde. Bref, il faut une sorte, en quelque sorte, je dirais pas une révolution, mais il faut une vraie prise de conscience. Aujourd'hui, vous le dites, vous allez aux courses essentiellement le dimanche. Vous commentez d'ailleurs à l'occasion, si on vous demande de venir commenter sur Nipporum, vous êtes à disposition des présidents de sociétés de course, faut le dire. Non, pas tout à fait. En fait, moi, j'ai des activités, étant donné que je suis bénévole sur l'hippodrome de Clairefontaine. Axel Met m'avait demandé de jouer le jeu en commentant à Clairefontaine durant le mois de juillet, les réunions de trotteurs, mais j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Mais ce qui est sûr, c'est que un moment ou un autre, la passion elle est là, la passion elle va reprendre l'avantage sur le reste, et c'est sûr que je sais pas quand, mais je verrai par rapport aux opportunités qui se présentent, je me relancerai dans le milieu que j'aime tellement. Est-ce qu'on peut imaginer que vous preniez plus de responsabilités d'un point de vue politique, ne pas rester bénévole pour les sociétés, mais éventuellement prendre des responsabilités au sein des sociétés mères? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous songez? Peut-être, je sais pas. Tout dépend en fait l'équipe, tout dépend. Si j'y vais pas tout seul. J'y vais avec une équipe. J'y vais avec des gens qui sont déjà en place, des gens qui veulent avancer, qui veulent faire les changements que j'imagine. Je pense que c'est vraiment ça. C'est une équipe de gens qui ouvrent les yeux sur des sujets et qui ont envie de changer certaines choses. Je dis pas que tout est mauvais, loin de là. Je pense qu'il y a des élus qui sont vraiment totalement investis et qui essaient de trouver le moyen de relancer la machine. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les élus et notamment les professionnels, on ne peut pas leur demander de tout connaître, d'être parfaitement capable de gérer tel ou tel secteur d'activité. On ne demande pas au président d'une société mère d'être le directeur d'Equidia, d'être le directeur du PMU, d'être le directeur des programmes, d'être le directeur de la communication. Non, chacun doit avoir sa partie et finalement, je pense que les élus doivent être là pour donner, et les conseils d'administration doivent être là pour donner une stratégie et laisser faire les pros. Et des pros, il faut les trouver rapidement. Il faut que ce soit des pros qui savent ce qu'ils font et des gens qui sont passionnés et qui comprennent en fait le système, qui comprennent ce que veut le turfiste, qui comprennent ce que veut le propriétaire, l'éleveur. Parce que tous ces gens-là, finalement, en quelque sorte, ces derniers temps, on les a un peu laissés tomber. Je constate que, par exemple, au niveau de l'élevage, on m'a dit que 65% des éleveurs ont seulement une poulinière dans leur effectif, et ces gens-là, petit à petit, ils laissent tomber la chose. Parce que ça coûte cher, parce que il y a certainement des choses à faire. Je suis pas assez expert en élevage pour dire ce qu'il faut faire exactement, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas non plus au niveau du propriétariat, parce que les propriétaires aujourd'hui, on sent qu'ils sont en train de s'user, et il faut les aider. Il faut réfléchir à tout ça, mais avec des gens dans chaque secteur d'activité qui sont capables, et dans chaque domaine, qui sont capables de réfléchir et de se remettre en question. Parce qu'il faut se remettre en question. Et enfin, je dirais que ce qui est très important aussi, c'est qu'il y ait des résultats et des demandes de résultats. Quand on a des employés, moi j'ai des employés chez moi, et j'ai appris durant ces 2 années en tant que patron d'entreprise à calculer, à chercher la productivité, à travailler avec différentes personnalités, mais avec des obligations de résultat. Les obligations de résultat, elles doivent être là. Et s'il n'y en a pas, et si finalement les résultats sont mauvais,
eh bien normalement on doit changer les choses, ou on change les gens. Et dans le milieu des courses, on l'a jamais fait. C'est vrai que ça n'a jamais été du fait. fonctionnariat. C'est fantastique, c'est du fonctionnariat et on ne rend pas de compte finalement. Voilà, Non, ça passe. C'est embêtant. Alors, je dis pas qu'il faut être intransigeant sur chaque chose qui est faite, mais il n'empêche qu'il faut au bout d'un moment que les résultats ils payent, et s'ils payent pas, eh bien il faut accepter de changer les choses et peut-être changer les gens. Vous voyez, il y a plein de choses qui ne vont pas chez nous. On connaît les responsables, mais finalement, ces choses-là ne s'améliorent pas parce que les responsables restent en place. On va pas parler du tracking, on va pas se fâcher avec ça. Écoutez, c'est une discussion extrêmement intéressante et enrichissante. Merci. Je veux juste préciser, Dominique, parce que moi, je suis maintenant, comme je suis un petit peu éloigné de tout ça, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que moi, je rencontre régulièrement des turfistes. Il y a des propriétaires qui sont un peu lassés là en ce moment, mais j'essaie de les remotiver en leur disant qu'il y a des espoirs pour que ça s'arrange et qu'on puisse encore vivre sa passion demain. Mais moi, je vois beaucoup de turfistes qui disent moi, j'en ai marre de jouer aux courses. J'ai lâché les courses. Je leur dis mais pourquoi vous avez lâché les courses? J'ai lâché les courses parce que quand j'allume Equidia, il y a rien qui se passe. Et surtout, quand je joue, je gagne rien. Je ne gagne rien, absolument rien. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui à un joueur qui vient chez nous jouer au quintet, qui à mon avis d'ailleurs n'est pas un jeu mort, ou loin de là, je pense qu'il est mal exploité. Comment on peut lui expliquer, alors qu'il a trouvé les 5 numéros, peut-être dans le désordre, qui touche 15 euros, 15 euros, c'est quand 15 c'est bien euros payé. au final. C'est quand c'est bien payé. Et, on a eu des désordres à 4, alors, 5, dans ces cas-là, cette personne-là, comment voulez-vous la retenir et lui dire continuez et restez avec nous demain? Impossible. Donc ils vont partir où? Ils vont partir à la concurrence, ils vont partir jouer au loto, et ils vont se dire qu'ils vont plus rêver au loto qu'autre chose. Et je dirais que le problème également, c'est qu'on rêve plus aujourd'hui au PMU. Les gens jouent, et lorsqu'ils jouent, ils ne peuvent pas avoir d'espoir d'énormes gains. Et finalement, le joueur, qu'est-ce qu'il espère quand il joue au quintet? C'est de toucher le jackpot. Il n'y a plus de jackpot. Il n'y a plus de millions à gagner. On n'a pas 5 millions, on n'a pas 10 millions. Alors, on peut reprocher le fait qu'on avait une cagnotte avec un numéro hasard. Mais quand même, il y avait cet élément qui faisait que le petit monsieur du dimanche matin, il mettait ses 2 euros pour espérer toucher son jackpot. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je pense qu'on se prive d'une partie de cette clientèle-là de parieurs. On s'est privé de ça. On a perdu la moitié de nos parieurs. Et je pense que ce sont ces gens-là aussi qui sont partis. Et il faut les retrouver. Et les retrouver, c'est leur donner la possibilité de rêver comme on a toujours réussi à le faire. Et d'ailleurs, je précise que le turfiste, c'est pas un seul turfiste, c'est pas un seul client turfiste. Il y a plusieurs profils de turfiste. Il y a celui qui joue ses numéros de naissance, et il y a ceux qui pensent savoir très bien alors qu'ils ne savent pas forcément énormément de choses. Il y a ceux qui sont plutôt experts, et il y a des experts. Il y a différents profils, différentes catégories de turfistes, et il faut parler à tout le monde. Il faut que le PMU réussisse à satisfaire l'ensemble de ces profils, et ça c'est le vrai travail qui va devoir être fait lors des prochains mois, je l'espère, avec la nouvelle équipe qui va arriver. Et puis je dirais une dernière chose, moi j'ai été journaliste pendant 25 ans sur Equidia, mais j'ai toujours connu ça, c'est-à-dire qu'on a toujours estimé qu'au sein de l'institution, les journalistes étaient des gens pas forcément très fiables, des gens qui pouvaient poser des problèmes et qui ne cherchaient jamais à trouver des solutions, ou en tout cas qu'on n'écoutait pratiquement jamais. Voilà, on les lisait, mais on les écoutait, mais on ne les sollicitait jamais. Dans d'autres secteurs d'activité, on sollicite les journalistes. Les journalistes sont capables, avec leur expérience, avec leur expertise, avec leur recul, de réfléchir à certains sujets et à proposer des choses. Ça se passe en politique, ça se passe dans toutes sortes de domaines. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des journalistes, je pense à certains journalistes de Radio Balance, je pense à vous, Dominique, je pense à d'autres personnes qui sont parfaitement capables de donner à l'institution, parce qu'ils sont passionnés comme les gens de l'institution. Ils sont pas là pour faire du business uniquement, ils sont là aussi parce qu'ils aiment ça. Et je pense qu'il faut les écouter, il faut se rapprocher d'eux, comme il faut se rapprocher de certains turfistes. Et c'est ainsi qu'on réussira, à mon avis, à trouver la solution. Oui, voilà, c'est le mot de la fin. Merci Pierre-Emmanuel Le Goetz d'être passé dans Radio Balance. Est-ce que vous êtes à Vincennes dimanche? Je ne suis pas à Vincennes dimanche, mais j'y ferai un petit tour le dimanche 21 décembre parce que j'aurai un petit partant là-bas. Eh bien, très bien, on s'y croisera donc le dimanche. Cannabis. Cannabis, avec un K.
Avec un K. Avec un K, avec un K, voilà. Cannabis Geloka. Cannabis Geloka. Magnifique. Qui devrait avoir une première chance de gagner avec mon fils au sulky. Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, on y sera. C'est le dimanche 21 décembre. Si vous voulez voir Pierre-Emmanuel, Vincennes, le dimanche 21 décembre prochain. Merci, PE, d'être passé dans Radio Balance. On se retrouve donc le 21 décembre. À bientôt, Dominique. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Benjamin Rochard est avec nous dans cette partie trop. Salut Benjamin. Bonjour. Bon, le sulky d'or, il faudra attendre parce qu'Éric Raffin, au début de son grand âge, je crois qu'il a eu 44 ans cette semaine, eh bien, il est toujours en tête et puis on ne peut pas l'atteindre. 70 victoires d'avance. Donc tu es condamné à la deuxième place pour cette année, Benjamin. Oui, on va se contenter de la 2 et peut-être qu'on sera 3, donc il ne faut pas perdre la 2. Ouais, donc on va se battre pour la 2. Quand à l'étrier d'or, tu es 4 pour le moment, mais tu peux éventuellement envisager la 3. Oui, bah voilà, il faut que je bataille jusqu'à la fin de l'année. Bon, en revanche, pour le GNT, ça va. On l'a gagné en tant que pilote, c'est magnifique. Et on peut éventuellement encore le gagner en tant que jockey, parce que tu es 3, mais tu montes Jacaranda dans le Grand National des jockeys dimanche. Ça peut peut-être bien se passer. Oui, voilà, je croise les doigts parce qu'on a une belle chance et ça peut nous faire passer pour. Voilà, exactement. Bon, comment tu vois ce week-end? Est-ce que tu es bien armé, mon cher Benjamin? Eh ben, je mène des bons chevaux déjà, mais après, voilà, il faudra des bons parcours et pas les louper. Bon, alors on va commencer justement avec samedi. On va les passer tous. On en a déjà discuté avec Marc Sassier, c'est pour ça que je ne t'en mettrai pas avec ça. Marc, dont tu es l'un des fidèles lieutenants maintenant parce que tu es monté en grade et tu gères à peu près l'effectif avec lui. Il est en pleine forme et puis toi aussi. Oui. Bon. Tu vas monter pour Marc justement Morito Fraise dans le Raoul Ballière. C'est ce samedi à Vincennes. Ça doit être la deuxième ou troisième course. Oui. Et de base, c'est un cheval qu'on aimait bien. Après, l'attelage, il est assez compliqué, donc c'est pour ça qu'on le dirige vers le trot monté. Et j'ai pu l'essayer 2 fois. Et il s'est bien comporté à chaque coup, donc on tente l'aventure. Le prix de Mirambeau avec Ludivine qui est déféré des 4. De base, c'est une très bonne jument. L'hiver dernier, elle avait fait des très belles valeurs. Si elle retrouve son bon niveau, c'est une bonne pouliche et c'est une belle chance. Qui royal du Vinois pour Franck Théry dans le Marais-Oléron. Eh bien, il a gagné 2 fois plaisamment. Après, il a repris une petite place, je crois. Donc, avec le bon parcours, il a le droit d'être dans les 3. Mikado GD pour Marc Sassier dans le prix de la Bresse. C'est une grosse rentrée. C'est une rentrée de cet été, du mois d'août. Il a du travail derrière lui, mais je pense qu'il a manqué pour la gagne. Après, pour les places, c'est jouable. Dans le Douanel de Saint-Quentin, et là, on passe aux choses sérieuses, on a Canto Avis. Eh bien, sa dernière course est correcte. On était ferré, il a fini en avançant. Toujours un peu pris de vitesse à l'intersection des pistes, mais il a fini correctement. Donc, on espère le voir courir dans le mieux et qu'il soit dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers, dans le Douanel de Saint-Quentin pour Canto Avis, et on termine, non, parce qu'il y en a encore 2, on a dans l'Oraison Lino Guillerville pour Marc. Et lui, il a fait une bonne rentrée à Laval. Là, la grande piste de Vincennes, il faut voir s'il passe la montée. Mais c'est une chance pour les places. Koala pour Michael Cormy, on aura fini avec la journée de samedi. C'est pas un cheval évident, mais pas dénué de moyens. Donc, si j'arrive à le garder au trot d'un bout à l'autre, pareil, de pouvoir se placer dans les 3 premiers. Dimanche, c'est la journée des finales du Grand National du Trot. On te retrouvera dans le Super Top 5 avec Harley Gemma qui vient de très bien gagner à 2 reprises. La première fois, c'était à Laval. La seconde, c'était un peu chanceux. C'est dans l'étape, je crois que c'était à Mokanchy. Oui, c'est ça. Eh bien, par contre, elle est en pleine forme. Si on bénéficie d'un bon parcours, elle va finir vite comme souvent et on ne serait pas étonné de l'avoir dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers pour Harley Gemma. On va pas faire les courses dans l'ordre. On a Job Post pour Monsieur Wellström, qui a mis un vert dans le prix de l'heure. C'est un cheval qu'ils estiment énormément. Le dernier coup, je suis parti au galop à la Volte. Il faut qu'il apprenne un petit peu, je pense. Mais si on part au trot, en principe, c'est une première chance. Gaston Vaneco, tu as fait appel à tes services pour Qualita Deninel dans le Trot Open des régions 5 ans. Eh bien, on rend la distance, mais le dernier coup, avec Mokanchy, c'était bien. C'est un petit peu rapproché. Mais celui-là, c'est une belle chance. Peut-être pas pour la gagne, mais normalement, dans les 3, elle aussi. Thomas Lévesque pour Capella d'RP dans le prix de Sceaux. Eh bien, elle avait montré de bonnes dispositions cet été. Ensuite, elle n'a pas beaucoup recouru.
je pense que c'est une jument qu'ils estiment, donc on peut compter sur elle. Musico-Covelière pour Gilles Leroulet. Eh bien, elle a créé la surprise à Lisieux. Après, elle a répété. Donc, pour la gagne, ça peut peut-être être compliqué, mais pareil pour les places. Et on a Legacy JL pour Jean-Luc Dersoir. C'est peut-être pas mal, ça, l'Open des 4 ans. Ouais, c'est bien aussi. C'est un bon cheval qui est en forme. Donc, on peut compter sur lui à nouveau, je pense. Et on a, je le disais, dans le Grand National du Trot, Jacques Aranda qui reste sur une palanquée de succès, 6 très exactement. Je le disais, tu es 3e du Grand National des jockeys, mais les points comptent double ici. Et puis tu as un coup de fusil du gagnant. Donc ça peut éventuellement très très bien se passer. Peut faire le grand chelem dans ce GNT 2025. Et ben voilà, la boucle serait bouclée. On aurait été les grands gagnants de ce tour, mais avant le coup, c'est une très belle chance. Là, il y a des très bons chevaux aussi. Forcément, quand on gagne au monde de catégorie, il y a des chevaux qui restent sur pas mal de gagnes aussi, donc il va falloir qu'ils soient bons, mais je suis confiant. Il a la pointure. Lundi, tu en as 6, Idole d'Ourville, Le Voilà Sautonne, Lota Rossi, Staccato HL, Qui va la Renardier et Myself Quick. Tes meilleures chances pour lundi? Eh bien, j'aurais tenté Idole d'Ourville. Elle a très bien couru par 2 fois, donc si ça se goupille bien, je serais pas étonné de l'avoir gagné. Pour Emmanuel Varin, que l'on salut. Merci Benjamin d'être passé par Radio Balance. Oui, une petite question. Oui, il veut parler d'Isoar Vedake, Hubert Smadja. Il ne peut pas s'empêcher. C'est une course à effacer, je pense. Le prix de Bretagne. Dans le prix de Bretagne. Et il n'a pas fait sa vraie valeur, Isoar Vedake. Non. Voilà. Le sulky américain ne lui a pas convenu, Voilà. donc on va le remettre dans son sulky chrono et c'est que ça se passe mieux que la dernière fois. Voilà. Eh ben, fantastique. Merci Benjamin Rochard d'être passé brièvement et rapidement et de manière très claire et concise dans Radio Balance. Merci. On retrouve nos pronostiqueurs Alexandre de Coupin, Jérémy Lévy. Et bonne soirée mon cher Benjamin. Bonsoir. Merci, bonne soirée à vous. Ils sont là. Salut Alexandre de Coupman. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et il est de retour, Jérémy Lévy. Bonsoir. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Allez, on va attaquer samedi avec le prix Saint-Georges de Didon. C'est le Super Top 5. En tête de mon pronostic, alors j'ai pris un risque, mais bon, dans ce genre de lot des chevaux de 7, 8 et 9 ans, j'ai mis Idaone en tête. Et en outsider, j'ai mis Gisaro parce que les Baudouins ont mis un vert. Et quand Baudouin met un vert en ce moment, il vaut mieux le suivre plutôt que l'écarter. J'ai bon, Alexandre de Koopman? En tout cas, c'est 2 outsiders que j'aime bien. Voilà. Ah bah voilà. En tête, bon. Non, parce que je pense qu'Inside Spoken, pour moi, est un peu au-dessus de la mêlée dans cette épreuve-là, mais j'aime bien Idaone, j'aime bien Gisaro également. Jérémy? Pour moi, tout faux, parce que je préfère le second échelon. J'ai mis Inside Spoken en tête, Idyll Express le 15 en deuxième position. J'aime bien le Dub Dream, le numéro 11. Et puis, si je devais ajouter un outsider à vos outsiders du premier poteau, le 3 Antello d'érable. C'est un cheval que j'aime beaucoup, un cheval qui est dur à l'effort, qui vaut mieux que ce qu'il a montré cette saison. Donc, pourquoi pas pour une très grosse cote. C'est une course qui peut réserver des surprises pour les petites places. Vos autres chevaux, Alexandre? Oui. Moi, j'étais parti comme Jérém, 14 et 15, donc Inside Spoken et le 15 Idyll Express qui a laissé pas mal de regrets à Nantes. Après, donc j'aimais bien le 8 Idaone comme vous, qui est invaincu en 2 sorties au sulky à Vincennes. Le 7 Gisaro, c'est un vrai coup de poker, mais s'il peut aller devant, il peut faire pourquoi pas un truc intéressant. Le 6 Impact Player, qui est également un cheval, à mon avis, intéressant au premier poteau. Le 11 Hold Up Dream, qui est tombé sur un os à Agen. Et pour nos auditeurs, s'ils cherchent un gros outsider, j'aime beaucoup Helios Bourbon, numéro 4. Je sais que le cheval travaille très bien à la mer chez Manu Varin. La dernière fois, c'était la note, un peu en amateur. Il n'a pas été déféré des 4 depuis février 2024. Alors voilà, mettez-le dans vos champs réduits parce que à 50 ou 60 contre 1, ça vaut peut-être le coup. Allez, je vous laisse la main, Alexandre, avec la première. C'est le prix de Sablé-sur-Sarthe, course autre montée. Et vous y allez tous les deux. Allez, donc la première course montée, j'ai retenu le 10 un Kentucky First qui avait lutté avec des bons éléments l'hiver dernier et qui a la décharge de Mehdi Le Lièvre. Le 7 Kenyan Blues qui a devancé l'estimé qui est Obsturgo la dernière fois. Et j'aime bien Cobalt du Vallon, numéro 9, qui vient d'arriver dans les box de Charles Mottier. Est-ce que Jérém, toi, tu vois pareil ou autre chose en plus? J'aime bien Caviaz, le 101, qui a été déclarée non partante. Elle a eu des problèmes pour se rendre sur l'hippodrome la dernière fois. Je pense qu'elle a les moyens de rivaliser à ce niveau.
Et sinon, comme toi, j'aime bien Cobalt du Vallon, numéro 9, qui a changé d'environnement, qui est passé chez Charles Motier, le 10 Kentucky First, le 7 Kenyan Blues. Je trouve qu'il a été impressionnant, voire même surprenant la dernière fois. Il court de façon rapprochée, mais c'est le choix d'Éric Raffin, donc il faut y faire attention. La deuxième, c'est un bon lot de poulains. On va commencer avec toi, Jérém. Qu'est-ce que tu vois en priorité dans cette épreuve? Bah, je pense que ce sont peut-être même les meilleurs poulains au départ de cette course. Il y en a vraiment des très bons. Je pense qu'on s'achemine vers un match entre le 207 Net Money, qui est à reprendre impérativement, et le 206 Nob Hill, mais il y a pas mal d'autres bons poulains au départ de cette course. Donc, voilà, faut pas la résumer à un duel, même si, à mon sens, ce sont les deux meilleurs poulains de la course. Ouais, donc le 8 Net Money, la dernière fois, qui aurait certainement remporté le groupe 3 hein, sans sa faute à la sortie du tournoi final. Le 6, c'est un Nobil qui n'a pas encore été battu. L'As Nemos du Goutier, hein, donc c'est la ligne avec Nobil. Et le 7, un Nononino, je pense que c'est un très bon poulain, mais il a été malade, donc il peut peut-être encore manquer, mais il va falloir le suivre au cours des prochaines semaines. La troisième course, c'est une belle épreuve sous la Seine. C'est peut-être le jour du 6 à Matignon, la dernière fois qui a perdu hein, son accessible d'honneur sur tapis vert. Il n'a pas encore réussi à gagner ce cheval-là, mais c'est peut-être le jour. Oh, c'est incroyable, hein, vu les gains qu'il a, de dire qu'il n'a jamais passé le poteau en tête. J'aime bien également le 8 Miss des Besaces. Pour Matignon, c'est mon favori, hein, c'est un cheval de cœur. Même s'il n'a jamais gagné, je pense qu'il a un très gros moteur et qu'il est voué à un très bel avenir, même s'il est barré par Météor Destiny dans cette génération. J'aime beaucoup Miss des Besaces, 2175 mètres, c'est son parcours de prédilection. Elle a montré un autre visage chez Romain Larue, donc je m'en méfie énormément. Le 10 Man Flying à reprendre, et puis le 9 Mademoiselle Jane, qui est peut-être également dans son élément sur la vitesse. Ouais, on peut peut-être rajouter peut-être le 3 Montana Wood. Hein, actuellement, c'est dur de faire sans Mathieu Moitié, que ce soit dans la colonne des entraîneurs ou dans la colonne des jockeys au trot monté. La quatrième, donc c'était le super top 5. La cinquième, c'est une épreuve également intéressante hein, pour des femelles. Bon, le 9, Lady Dada, la dernière fois seulement battu par deux mâles de vraiment de bonne qualité. J'ai beaucoup aimé, moi, la rentrée du 7 Ludivine à Nantes. Elle avait déjà trotté 12,5 hein, sur les 2007 de la grande piste. Derrière le 6, Lunella Léman, qui est plaqué devant cette fois, et peut-être le 5, Lily Drive, qui ne cesse de progresser. Ouais, est-ce que tu penses que ça va suffire une seule course pour Ludivine? Je trouvais que c'était bien à Nantes quand même. J'ai regardé la course plusieurs fois, je trouve qu'elle court très bien. Donc c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. Maintenant, je pense que ça peut suffire en tout cas pour être dans les 3. Ouais, moi j'aime bien Lady Dada, qui a fait jeu égal avec les mâles dernièrement, des mâles de grande classe. Donc le 500 mètres, je pense que c'est un très solide point d'appui, et à mon avis, elle ne sera pas plus loin que deuxième. La sixième course, elle est intéressante également. J'aurais un partant, le 12 Keepsake Mossa, qui a été malheureux la dernière fois. Par contre, 2007, faut pas qu'il tire. Hein. S'il tire pas, je pense qu'il peut être 3-4. Le 8 Cracus de Guest qui a fait un truc hein, dans la course de référence, il a dû venir tout seul, il était des 4 premières fois. On réédite l'expérience. Moi, je rachèterais quand même le 7 Kervéléan. Attention, c'est un bon cheval. Déféré des 4 pieds, il n'a jamais déçu. Il vient d'arriver donc chez Pierre Verva. Il avait montré de gros moyens chez David Alexandre. Donc, j'aime beaucoup ce numéro 7. C'est peut-être le jeu marron de la course. Et le 12 Kaiservry qui rattrape le temps perdu en ce moment. Ouais, moi j'ai juste noté Cracus de Gaz. C'est pas une course qui m'emballe de trop. Ça en vient un peu de tous les côtés. Je pense que Cracus de Gaz, on a une comme ça dans les jambes, s'il est monté en condition sur sa dernière tentative. La septième, donc c'est les 3 ans. Est-ce que ton favori sera le 4 Minuti du Gers? Ah ouais, je l'adore. Il monte en puissance. Je pense qu'il va être amené à courir les bons peut-être dès la fin du meeting si on ne protège pas trop. La course arrive bien là, à 15 jours. Il a été vraiment étincelant la dernière fois en étant allégé dans sa ferrure. Donc je pense qu'il va remettre le couvert, même s'il monte un petit peu de catégorie. Vu les partiels, ça colle largement. Ouais, qu'est-ce qu'on peut lui associer? Le 8 Moustique Lagovel, c'est pas le poulain le plus simple de la course, mais on sait qu'il a de la qualité. Est-ce qu'il y en a un autre que tu vois dans l'épreuve? Bah, j'aime bien Mistral Dubois. Il m'a un peu laissé sur ma faim la dernière fois, le numéro 11. Il y aura une attraction au départ de la course, je trouve, c'est Machu Cambo, le numéro 7, qui est passé dans les box de la famille du Val d'Estaing. Faudra le regarder courir, mais attention à lui, il est certainement capable de bien faire d'entrée de jeu. On a donc une très belle course hein, avec ce 8e rendez-vous. On va retrouver un cocktail du Dain, numéro 13, qui n'aura plus Lisa Josselin cette fois, hein, comme dans le Marcel Laurent. C'est vrai que c'est une belle occasion pour lui de renouer avec
avec la victoire. Est-ce que c'est ton préféré? Oui, c'est mon préféré, un petit peu on va dire par défaut. C'est dur de dire ça par défaut, mais c'est vrai que l'opposition ne me plaît pas trop. Je pense que les deux opposants principaux à Cocktail du Dance sont les deux William Bijon, le 10 King Opera et le 11 Canat PLF, qui est en pleine forme en ce moment. Donc voilà, je pense qu'on retrouve ces trois-là nettement au-dessus des autres. Il y aura une autre attraction dans la course, c'est Fame and Glory. J'ai pas forcément eu le temps d'aller creuser sa candidature. Mais j'en ai parlé à mon contact franco-suédois, Arthur Leportier, qui me disait qu'il allait sûrement être juste pour rivaliser d'entrée de jeu avec ceux-là. Cheval qui effectue une rentrée qui n'a pas été revue depuis plusieurs semaines et qui, avant le coup pour lui, n'a pas grand-chose à voir ici. Moi, j'aimais bien aussi le 8, Immortal Doc, qui était le dauphin l'hiver dernier de Cocktail du Dain. Et je rajouterais peut-être aussi le 6 Canto Avis, qui, je trouve qu'il n'a pas été ridicule dans le Marcel Laurent avec ses fers. Voilà, donc qui a déjà devancé cela. Donc je m'en méfie un petit peu, mais c'est vrai que elle est assez ouverte finalement, ce prix Douanel de Saint-Quentin. Et on termine avec certainement l'une des courses les plus ouvertes de cette réunion, c'est la 9e course du programme. Qu'est-ce que tu vois en priorité? S'il fallait en choisir un, ce serait le 914, le Bief. On connaît l'habileté de Fabrice Soulois pour préparer les rentrées. C'est un cheval qui a montré quand même de la qualité en début de saison. Il arrive ici très bien engagé. S'il est en léger retard de gain, ça peut passer d'entrée de jeu. En plus, il sera complètement déféré pour la première fois. C'est vrai que le 16, le lauréat du parc, la dernière fois, c'était la grosse note après sa disqualification. J'aime bien également le 12 Lugano, c'était la note également en dernier lieu. Donc, on va dire 14, 16 et 12 pour terminer. Eh ben voilà, Allez, merci. Ça. Voilà, merci messieurs, merci Jérémy, merci Alexandre. Dimanche, c'est la grande journée du Grand National du Trot, la journée de la finale. On va commencer par celle-ci, la finale du Grand National du Trot 2025. Le vainqueur 2025 n'est pas là, DJ, une petite touche, rien de grave. On le reverra sans doute dans le courant du meeting. Ce qui nous donne une course extrêmement ouverte avec des valeurs très hétérogènes. Moi, je retiendrai les candidatures de Ulysse Digéo et Orchestro. Le 12 et le 17, ils sont 18 au départ, mais il y en a d'autres, messieurs. Commence avec vous, Jérémy. Ouais, je la trouve très très difficile, mais très belle également. Cette finale, ça vient un peu de tous les côtés, c'est un peu le but du jeu. C'est bien d'avoir 18 partants, on a même eu 3 éliminés dans cette course. On aura une course-poursuite entre des chevaux de qualité en tête et des chevaux de grande qualité aux 25 mètres. Ulysse Digéo, forcément, il est incontournable, Dominique. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il se produit à Vincennes, il est magnifique, il est étincelant. Après, va falloir rendre la distance à des chevaux de qualité comme Jingle Dupont, comme Gilord Viva, qui sont quand même capables d'aller vite devant. Une jument comme Jeannette Priori, un cheval comme Kamehameha. J'ai du mal à faire mon choix dans cette course. J'aime beaucoup Orchestro également, comme vous, Dominique. Donc 12 et 17, mes deux préférés aux 25 mètres. Et en tête, j'aime bien Gilord Viva, le 6 et le 9 Jingle Dupont. Donc je partirai de ces quatre-là, 6, 9, 12 et 17. Mais il y a pas mal de possibilités. Un cheval comme Jason Boy, qui va faire ses débuts, il me semble, sur la cendrée de Vincennes. Ce sera intéressant de le voir évoluer ici. Je m'interromps en même temps que je regarde les partants. Je m'aperçois qu'on a switché entre Grâce du Dijon et Orchestro parce que, de mémoire, Mathieu Abrivard, on le voyait sur Orchestro, Eric Raffin plus sur Grâce du Dijon. Et là, Grâce, c'est avec Mathieu Abrivard et Eric, c'est avec Orchestro. Réflexion comme cela. C'est à vous, mon cher. On a les bases de Jérémy, on attend les vôtres, Alexandre. Ouais, c'est vrai que le GNT, ça rime souvent avec la team Bazir. Donc le 9 Jingle Dupont, qui n'a pas été déféré depuis le mois de juillet. Il a déjà trotté 12-1 sur le parcours. On peut peut-être le voir même faire mieux. Donc c'est vrai qu'au 25 mètres, il va falloir qu'il se dépêche. Le 6, Gilord Viva, qui n'aura pas Eric Raffin cette fois, mais qui n'a pas été déféré des 4 pieds depuis le mois de janvier. Il est vraiment au sommet de son art. Donc le 17, Orchestro, il se transforme avec Eric Raffin. 2 succès, une deuxième place. J'ai l'impression que Eric vraiment sublime ce cheval, encore plus que certains autres. J'aime beaucoup le 2 Jason Boy, qui a été très bon à faire. Donc en effet, il débute à Vincennes, mais je pense qu'il a toutes les qualités pour y réussir. Le 12 Ulysse Digéo, forcément. Le 8 Jeannette Priori, qu'il faut racheter par rapport à ses récents malheurs à Maucanchi. Et je compléterai peut-être avec le 11 Bol du Vivier
Et le 13 Harley Gemma, mais c'est vrai qu'on peut en garder beaucoup d'autres, et ce qui donne vraiment de la saveur à cette épreuve. L'homme du GNT, c'est vrai, c'est Jean-Michel Bazir. Il est sur Hubble Vivier, mais vous semblez lui préférer le jingle Dupont. Pourquoi pas? La première, c'est la finale du Grand National des amateurs. Les points comptent double, Jérémy. Ouais, avec une course qui est encore assez ouverte. On vous entend mal, Jérémy, vous êtes loin. Je me rapproche. Voilà. Je suis là. Just Remember, le numéro 5, qui à mon avis va remettre les pendules à l'heure s'il est dans les bonnes allures. Ça va être très dur de rendre la distance, je trouve, dans ces conditions. S'il peut aller de l'avant et qu'il peut mener la danse, on va avoir du mal à lui rendre 25 mètres. Derrière, je trouve que c'est très ouvert. J'aime bien l'histoire du Lupin. Puis la course est suffisamment rythmée, elle est capable de finir vite, le numéro 16. Mais avant le coup, le 5, Just Remember, c'est un coup franc bien placé pour Pascal Garou. Pascal Garou, dont ça pourrait être la dernière course en tant qu'amateur. Hein, c'est ce que l'on a lu dans la presse cette semaine. Alexandre. Ouais, mais c'est vrai que la dernière fois, je crois qu'il n'était pas à l'aise. Il avait déféré des 4 pieds. Donc, évidemment, il faut le racheter. Moi, j'aime beaucoup cette histoire du Lupin. La dernière fois, elle était plaquée devant pour la première fois de l'année à La Rochelle. Il a battu quand même à l'eau intéressant. Donc, je la vois éventuellement rendre la distance dans cette course-là. Le 5, Just Remember, évidemment incontournable. Le 15, Inouat Somoza, qui a remporté pas moins de 10 courses cette année dans cette catégorie, et même en pro, ce cheval-là. Donc attention. Et le 12, Hyper au fort, qui revient au top après avoir connu des problèmes de jambes à répétition. Donc attention, lui également peut rendre les maîtres. Voilà qui est dit. On va terminer justement ces challenges du GNT avec la finale du Grand National des Jockeys. Ce sera la 8e course. Je serais tenté de vous dire la tête et la queue. La tête, c'est l'As Jacaranda. La queue, c'est Hold Up des Ventes, le numéro 12, Alexandre. Ouais, très belle course, très très belle course. Là, Jacaranda qui a fait sensation pour sa première sortie du meeting. Et c'est un Hongre de grand talent avec des super chronos. Donc pour moi, c'est favori logique. On sait qu'Alexis Grémaud, il a de grandes ambitions sous la selle avec le 10 Jalandran Malak, qui sera également l'une des attractions de la course. Le 2 Joli Chic, qui est toujours invaincu au trot monté en 5 sorties, qui sera allégé pour la première fois dans la spécialité. Le 12 Hold Up Event, j'adore. Et puis, on ne va pas oublier non plus le 6, Jezabel B, qui a des ambitions également au niveau supérieur. Donc, ça promet vraiment une super course. Jérémy. Ouais. C'est une magnifique course. Ma préférée, ce sera le numéro 2, Joli Chic. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de l'ambiance, parce qu'elle est allégée dans sa ferrure alors qu'elle avait assez lourd sous les pieds. C'est vraiment le tube du moment. Mathieu Mottier l'aime beaucoup. Je pense qu'elle est capable de dominer Jacaranda. Donc les deux moins riches pour moi dans cette course. Et comme Alex, je reste aussi Jalandran Malak, le numéro 10. Et bien sûr, j'ai Isabelle Bill, numéro 6, de laquelle on attend un rachat elle restera ferrée, mais c'est une jument qui avait montré de très gros moyens l'an passé. Donc voilà, il va falloir revoir quelque chose la concernant. On va égrener avec vous. Je vous laisse la main, Alexandre, avec la deuxième, le prix Philippe du Rosier. Belle course au trot monté, un groupe 2, où on retrouve Lionheart, le numéro 9. Ouais, qui semble revenu au mieux. Sa dernière victoire, en plus, a dû lui donner un moral d'enfer. Eric Raffin qui a dû donner des cheveux blancs à ses preneurs dans le tournant final, mais après quelle ligne droite. Donc je pense au-dessus du lot. Pour la deuxième place, le 6, la Canade Félière, qui était déjà sa dauphine la dernière fois. Le 10, Little Aurélie, qui a déjà bien travaillé, mais 2175 mètres, c'est vraiment son sport, donc elle peut garder une place. Ouais, moi je suis d'accord avec Alex. Lionheart, c'est le logique favori. Ça paraît difficile de le voir battu s'il répète ses dernières tentatives. Bon, après, le reste m'enchante pas trop, donc voilà, peut-être une base de report ici avec Lionheart qui en plus fait face à une distance qu'il apprécie énormément. Dans la troisième, on a peut-être une autre base de report. Est-ce que Moonwalk d'Eripré numéro 9 court pas finalement un peu seul dans ce trop open des 3 ans, la finale? Moi, j'ai l'impression. Alors après, j'attends ton avis. Ouais, je suis totalement d'accord. Je trouve que sur ce qu'on a vu dans les finales régionales, et donc ouais, Moonwalk d'Eripré avant le coup facile, je pense, et peut-être coupe les caisses avec le numéro 7 Maradona Ellis qui va peut-être encore monter sur sa dernière tentative. Il le faudra de toute façon pour jouer un premier rôle ici. Donc le 9 et 7 en couplet gagnant placé. Je rajouterai également peut-être le 6 Mambo du Théis qui a gagné assez plaisamment, même s'il a eu la bonne course la dernière fois à Laval. Et je trouve que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose derrière. La 5e course, c'est la finale des 4 ans cette fois.
Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour le 2 Layard de Naples, que je suis depuis ses débuts. Je trouve que c'est un magnifique cheval qui dégage vraiment quelque chose. Il a fait des très bons premiers pas à Vincennes la dernière fois, 13-4 sur 2007. Là, il est première fois plaqué devant, donc je le vois bien faire un numéro en tête. Derrière, je trouve que c'est quand même très très ouvert. On aime beaucoup le 12 Léopold chez la team Brillant. Il sera déféré des 4 pieds, confié à Eric Raffin. Le 9 Legacy GL qui remplit la distance cette fois. Le 11 le Bolide qui a déjà bien fait Vincennes. Peut-être le 8 l'Over Mosin, mais c'est vrai que c'est très très ouvert. En tout cas, mon préféré, ce sera le 2 Layard de Naples. Ouais, moi j'aime beaucoup le numéro 3, Lucifer Dupont. Je trouve que on a tout axé sur la fin de saison avec lui et il m'a pas mal plu les dernières fois. Bon, faut qu'il ait progressé un petit peu. J'aime bien également le numéro 13, Lord de Loiron, qui a quand même été très bon la dernière fois au Croisé-la-Roche face à l'Aïr de Naples. Et forcément, l'Aïr de Naples qui est incontournable. Je suis surpris de ne pas voir Franck Ouvry au départ de cette course. Je crois qu'il est à Mokanchi, mais il aurait pu driver les Gassiviel. Il aurait pu également driver Lord de Loiron. Il avait également une chance chez les M avec Mars Koba et il a préféré, du moins, il est à Mokanchi dimanche. Donc voilà, mais en tout cas, pour mes 3 préférés, le 3, le 13 et le 2. On enchaîne avec la 6e course, un très beau rendez-vous aussi, avec peut-être l'une des attractions, le numéro 7, Je te cherche, qui vient d'affoler les aiguilles du chronomètre. Il marchait 9,3 sur les 2100 mètres la dernière fois. Donc il va, pourquoi pas, tenter de répéter. Le 5, Job Spot, qui était le gros tube pour ses débuts à Vincennes, mais qui s'est montré fautif au départ. Et on est obligé de faire avec le numéro 3, Humanity Pellini, qui tentera, pourquoi pas, de jouer les gendarmes. Est-ce qu'on a 3 chevaux un peu au-dessus des autres là-dedans? Ouais, je vois exactement les 3 mêmes. Peut-être Jobs Post en tête si Benjamin Rochard fait un petit peu plus attention cette fois-ci au moment du départ. Je pense qu'il est capable de dominer Je te cherche et Humanity Pellini, qui sont 2 excellents chevaux et qui sont tous les 2 en très grande forme. Donc voilà, mais je pense que Jobs Post, c'est peut-être, on va le savoir ce dimanche, c'est peut-être la classe un petit peu au-dessus de ces deux-là. Il va falloir confirmer toute l'estime que porte en lui Jürgen Weston. La 5e, c'est la finale des 5 ans. Quel est ton préféré dans cette course? Alors, dans la finale des 5 ans, je la trouve très ouverte. J'ai bien aimé le comportement du numéro 4, Calmio de Loup, dernièrement sur l'hippodrome de Mokanchi. J'aimerais bien le revoir faire parler de lui. Maintenant, il faut vraiment qu'il court sa meilleure valeur pour espérer bien faire. Et je pense que Crystal Pia, le 708, est vraiment un très très solide favori. Donc voilà, je jouerai plutôt devant parce que je pense que devant, on est capable de marcher un petit 13 et ça peut être compliqué pour les concurrents des 25 mètres de rendre la distance, même si Carnacout sera certainement le favori de la course. Enfin, du moins l'un des favoris et l'une des attractions sur ce qu'il vient de faire à plusieurs reprises. Mais je pense qu'il est prenable et du coup 708, 704 sont mes 2 préférés. Je suis comme toi. J'ai voté en tête pour Crystal Pia, qui était mis à droite dans le passé, qui commence à bien se faire à gauche. On tente le déferrage des 4 pieds pour la première fois, donc je le vois bien faire un numéro. Le 4 Calme de Louche, j'aime bien aussi, c'est un cheval de train qui est capable de faire des grosses valeurs quand il est devant, donc je m'attends également à le voir de suite aux avant-postes. Le 12 Carnacoud, qui va tenter de remporter un 4e succès de rang. J'aime bien également le 14, c'est Kotki, qui a quand même été très bonne dans la finale du Nord au Croisé-la-Roche. Le chrono était vraiment excellent. Donc voilà, on va rajouter Kotki. La 8e, on en a parlé. La 9e, je l'ai regardé dans tous les sens et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va inventer? J'ai envie de dire aux gens s'ils ont gagné avant que d'arrêter et de pas jouer celle-là parce que j'y vois pas grand-chose. J'aurais dit timidement quand même le 14 Capella d'RP sur ce qu'elle a fait de mieux. L'engagement est bon. On a Benjamin Ronchard, donc j'aurais dit timidement celle-là. Mais je le trouve très, très ouvert. Ouais, moi j'ai un petit coup de cœur pour Katidzi, le numéro 10, qui a été préparé pour ça. On lui a ouvert les poumons dernièrement à Reims avec les fers. Je pense qu'elle est capable de bien faire ici. Ça peut être une belle cote pour finir cette réunion, mais oui, on va la finir gentiment. Ben voilà, on a été complet. On a un super top 5 lundi à Vincennes également, le prix des Alpes avec 16 partants, des chevaux âgés de 7 et 8 ans. Alexandre, vous avez regardé? Ouais, j'ai regardé, j'ai détaché 4 chevaux. Le 15 Hermès de Guest qui n'aura plus les étrangers cette fois. Le 13 Idéal de Castel qui a fait un peu fort à La Rochelle. Je pense qu'en courant un peu différemment, il va refaire parler de lui et
intégrer le podium. Le 2, Hero de Choiseul, qui a quand même moins de référence sur la vitesse. Mon petit outsider, c'est le 3, Indocile, qui fait des grosses valeurs quand il est pieds nus, ce sera le cas. Jérémy? Ouais. Bah ouais, moi je vais rajouter Youpi Tolville, le numéro 5, qui sera pieds nus cette fois. C'était pas mal à Laval, je trouve. Et j'ai toujours beaucoup aimé le numéro 6, All Black Mess, qui sera déféré des 4 pieds associé à Paul Ploquin. La vitesse, c'est peut-être pas forcément son sport, mais c'est un vieux tonton et il a pris quand même du jeu de jambes dernièrement. Donc je rajouterai ces deux-là, 5 et 6, qui ont en plus hérité d'un bon numéro derrière la voiture aux chevaux d'Alex. Messieurs, pour être complet, on a une réunion premium samedi à Vincennes, à Marseille, Vivo, chez vous, Alexandre. Et on a quelque chose qui se passe à Beaumont-de-Lomagne dimanche. Avec vous, Alexandre, sur Marseille. Ouais, Marseille, dans la course montée, le 3, Java Decajol, je sais qu'elle a très bien travaillé. On est confiant chez la team Robot, qui ont également le 8 Golo Kanté, qui auront à cœur de se venger après avoir été distancé à Anguin. J'aurai un partant, moi, le 4 Eco Vancéen. J'y compte pour une place. Le cheval revient vraiment bien. Voilà, gagner, ça va être compliqué face aux autres, mais j'y compte pour être 3e. Dans la 3e course, ça va jouer, à mon avis, devant avec le 8 Jaguar du Fan, un meilleur que jamais. Le 7 Ibrox Park, qui a fait sensation à Vincennes. Le 2 Kingslayer Pellini, bien que meilleur peut-être un peu à droite. Et le 6 Jaguar 8. Dans la 4e, le 16 Kentucky Wood, qui redescend d'un cran. J'aime bien également le 15 Caporal Visé qu'il faut racheter. Le 4 Cougar de Cime, un cheval très dur qui n'a besoin de personne. L'As 4 Mailles, qui n'est pas toujours sage, mais ça, je pense qu'il peut aller très loin. La 5e course, le 14 Insolence Omoni, qui, s'il fait bien Vivo, pour moi, est un peu un pénalty dans cette course, vu ce qu'il a fait la dernière fois à Borelli. Pour lui associer le 16 Illico de Bouteau, le 2 Incantator. J'aurai également un partant, c'est l'Asinao Sinclair, qui a un peu besoin de rassurer, mais peut être 4e. Dans la 6e course, le 14, Lady Belev, qui a de la vitesse, qui devrait apprécier Vivo. Le 5, Lady Hurt, qui est déféré les 4 pieds pour la première fois, et je pense qu'elle peut faire un vrai truc devant. Le 11, l'Étoile américaine, et le 10, Like That. Et enfin, dans la 7e, l'écurie Roubaud est encore bien armé avec le 4, Jarnac de Liton, le 15, Jaguar Génilou. J'aurai 2 partants, des chances intéressantes avec la Joker Bonancé et le 8, Jericho Badrek. Voilà pour Vivo. Jérémy, vous avez eu quelque chose à Vivo? Ouais. J'ai survolé, je vais la creuser parce que je voltige là-bas. J'aime beaucoup le 302 Kingslayer Pellini. Je pense que s'il prend la tête, il est capable d'aller très loin. Attention au numéro 10, Fulgureur, dans cette 3e course pour faire une petite cote au multi. Je trouve que c'est intéressant. Il est déféré des 4 pieds. J'aime bien le 415 avec Caporal Carizé. Et puis comme Alex, le 514 Insolence Omoli qui sera allégé dans sa ferrure, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu. Allez, on va à Beaumont-de-Lomagne dimanche. Avec vous, Jérémy. Allez-y. J'ai noté le 302 Mougli Freka, qui aime bien courir à Vincennes, qui sera encore mieux à droite, avec le 4 Meliciano, qui a une course dans les jambes. Dans la 4e course, le 13 Jonagol, qui va tenter de répéter sa dernière victoire, avec le 7 Jalman du Gud, qui a 2 courses dans les jambes, le 6 Jaguar de Bélande. On effectue le déplacement avec des ambitions. La 5e course longue, Jalto du Trémont, qui court un lot moins relevé qu'en dernier lieu, avec le 4 Iclo, qui aligne les succès en amateur, le 8 Joker du match. J'aurai un œil attentif sur le 702 Key Obstiné, qui vient d'être réclamé récemment, qui vient d'arriver chez Pierrick Lemuel, avec le 6 Kansas de Castel. Et dans le Grand Prix, ça semble être un match à 2 avec le 15 Y de Célan, le 5 Jojo Toons. On pourra rajouter le 4 Cool Chronos. J'aurai dans cette épreuve-là le 2 Gavroche de Liton, mais il me paraît barré par ses cadets, mais qui peut pourquoi pas accrocher une 4e place. Jérémy? Ouais, j'aime beaucoup comme Alex Mougli Freka, le 302, un poulain que je suis depuis un petit moment. C'est vrai que c'était pas mal la dernière fois à Vincennes, et en plus il est associé à Théo Briand, donc faut lui faire confiance. Et puis dans le Grand Prix, ma préférence ira au 805 Jojo Toons, qui a réalisé une magnifique saison, qui est un cheval capable de tout faire, qui surpasse en ce moment vraiment, et qui est aussi bien à droite qu'à gauche. Donc à mon avis, ça va être compliqué de lui rendre la distance. Et je pense qu'on peut peut-être faire ce report-là, Mougli Freka sur Jojo Toons. Et ben voilà, vous avez été complet, messieurs. On vous retrouve, Jérémy Lévy, chez vous, chez Gigi Turf. Quant à vous, Alexandre de Koopman, de Coupillot sur Facebook, toujours. Oui. Avec de bons résultats dans ce meeting d'un côté et de l'autre. J'ai une petite offre pour le Black Friday tout le week-end, d'ailleurs, Dominique. 30% de réduction sur mes abonnements
avec le code Black Friday. Eh bien, écoutez, le code Black Friday pour avoir une réduction chez J-Turf. Ça cartonne. Merci, messieurs. Merci Benjamin Rochard qui est intervenu en début de partie. Et merci à vous, Alexandre. Merci à vous, Jérémy. À très vite. Voilà, à bientôt. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Et on a plaisir à retrouver Cédric Philippe pour le galop. Salut Cédric. Bonsoir très chers amis, j'espère que le plaisir sera partagé. Alors, l'obstacle, on le mettra en fin d'émission, en fin de partie. On va commencer avec vous, Cédric, pour le plat, parce qu'il y a pas mal de réunions de plats. Et vous serez avec Samy Boisa. Avant ça, une petite information que vous ne retrouverez pas dans la rubrique Actu. C'est qu'on avait reçu Nicolas de Chambure, c'était durant l'été. Et quelques jours après, on apprenait qu'il démissionnait de la commission des finances de France Gallo. Et on vient de trouver son successeur, puisque c'est Philippe Germont qu'on avait reçu au moment des élections. Philippe Germont qui prend la présidence donc, de cette commission dite des finances de France Gallo. Je pense que c'est la bonne personne à la bonne place. On va maintenant parler flambe et prono avec vous, Cédric, et avec vous, Samy. C'est à vous, messieurs, je vous laisse le micro. Pour le plat, donc pour ce week-end, Cédric, samedi, une réunion à Lignières et à Pornichet. Par quoi veux-tu commencer? Par le moins pire, on va commencer par Lignières. Très bien. Avec plutôt en plus, comme ça au moins on est raccord. Exactement. Alors, mettez bien vos réveils parce que c'est début des opérations très tôt. C'est 10h30. À Lignières, en espérant qu'il n'y ait pas de brume. Ouais. 10h30. Donc c'est 10 heures début d'opération. Réunion mixte, je crois que les 4 dernières sont pas premium. On pourrait les jouer sur les opérateurs alternatifs, notamment Genibet. On commence par une première course après Source Badois, chose que Dominique ignore complètement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La première, le 10, Fata Morgana effectue une rentrée, mais elle a quand même de très loin les meilleurs titres. Et ce serait décevant qu'elle ne s'impose pas ici. Fata Morgana me paraît complètement au-dessus. Donc voilà, je vois Fata Morgana. Qu'est-ce qu'on peut lui opposer? Là, ce Golden Mazel qui vient de bien se comporter sur ce même parcours, sans disposer de marge. Mais c'est un bon point d'appui pour les jeux combinés pour des places. J'aime bien aussi le 6 Marie-Lacroix sur la foi de ses premières sorties. Et on se méfiera des premiers pas publics du numéro 13 Sonara, qui avait été aussi engagé à Deauville, ce qui est plutôt un bon indice quant à sa qualité. On n'échange pas, Samy, t'as rien à dire? Si, il y a le 8, pourquoi pas reprendre sur ses débuts un peu né au vent à Deauville, l'entraînement de Victoria Head. Voilà pour cette première course. La deuxième, c'est un handicap de catégorie divisée pour des 4 ans et plus sur 2000 mètres, le prix JM Marchand. Que vois-tu, Cédric? Je pense que Logi devrait s'imposer. Sachant qu'Antonio Rani avait monté précédemment, Antonio Rani dont je suis l'agent, qui avait monté ces derniers temps et qui lui avait laissé une très bonne impression. Corde à gauche, terrain souple, là dans les boîtes, c'est parfait. Ce serait décevant qu'il ne lutte pas pour le succès. J'ai Manon Germain qui fait le déplacement spécialement depuis Marseille pour monter le 10 et Nora Senora, c'est quand même un bon indice. Oui. Et Nora Senora qui a tiré là aussi un bon numéro dans les boîtes, le 3. Elle va être montée en position d'attente, c'est ainsi qu'elle est la plus percutante. Le terrain souple va jouer en sa faveur. Je pense qu'elle devrait finir dans la combinaison gagnante d'un top 4. Et voilà, elle devrait bien courir le numéro 10 et Nora Senora. Donc, ce sera mes deux priorités, les numéros 2 et 10, mais on peut aussi élargir avec notamment le numéro 5, Liberté Chérie. Et moi, j'avais en note Capo Rosso, mais je l'ai raté dernièrement. Parce qu'il reste sur une victoire à Nantes, le numéro 1 Capo Rosso. La troisième, c'est toujours sur handicap catégorie divisée pour les 4 ans et plus. C'est cette fois-ci une épreuve au-dessus. Là-dedans, je vois bien les pensionnats de notre ami Johan Bonnefoy, qui a le numéro 2 Mandeleft, qui est bien meilleur à main gauche, qui est attentiste, mais qui va aimer le terrain, qui va peut-être préférer une ligne droite un peu plus longue, et qui devrait bien courir. Je oppose le 4 Winjana, qui sera montée près de la tête, et qui est très dure. Elle a l'as dans les boîtes, elle devrait être montée aux avant-postes, elle devrait aller très loin, d'autant que la courte ligne droite va jouer en sa faveur. Donc je suis très 4 et 2. Et après, derrière, on peut notamment envisager le numéro 6, Cricatan. Et pour Vincent Mutra, que je salue, je suis obligé de parler de Entry Girl, le numéro 9.
l'entraînement Fouché. La quatrième, c'est une course à condition pour des 3 ans sur 2400 mètres. Il y a du monde, il y a beaucoup d'inédits d'ailleurs. Oui, Benjamin va monter le 8, Merlin du Large, mais je n'ai aucune idée de son niveau sportif, donc je ne peux pas beaucoup vous aider à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut conseiller dans cette course-là? Pourquoi pas le 4 Canzonissima, qui a l'avantage d'avoir débuté plutôt correctement dans un lot, là aussi plutôt correct. Mais c'est une course dans laquelle, si on ne sait pas grand-chose sur les débutants, on n'est pas non plus obligé de se précipiter vers le guichet. Je suis d'accord. La prochaine, la 5e, c'est pratiquement la même chose, mais pour les 3 ans toujours, avec pas mal d'inédits. Tout aussi passionnant, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà. La sixième, c'est une course à condition pour les 4 et 5 ans, cette fois-ci, 2400 mètres. Là, ils ont couru. Là, on arrive dans la zone grise. C'est un peu regrettable qu'on n'ait pas déplacé cette course-là pour la mettre en premium et ne pas nous infliger les 2 précédentes en premium. C'est ça. Deux précédentes qui sont sportivement illisibles et pas nécessairement intéressantes uniquement exclusivement peut-être pour des courtiers qui veulent acheter des chevaux pour tracer sur les obstacles. Mais je pense qu'on aurait gagné en enjeu à mettre la 6e premium et pas la 4 et la 5. Après, c'est à arbitrer, mais voilà, selon moi, on connaît quand même beaucoup plus les chevaux participant à la 6e course. Et voilà, ça me paraissait plus audible. Dans cette course-là, j'aime beaucoup le numéro 5, Lutèce Artel, qui est une vraie très bonne pouliche sur les obstacles et qui, selon moi, n'a pas besoin de réaliser une valeur exceptionnelle pour lutter pour les premières places ici. Je suis très confiant avec le 5 Lutèce Artel, que je pense capable de lutter activement pour le succès avant de retrouver sa discipline de prédilection, l'obstacle, et très probablement à Pau. Oui, je suis d'accord avec toi. Lutèce Artel, ça paraît logique, en quelque sorte, dans cette course. Après, il y a 3 courses d'obstacles. Est-ce que tu les as regardées ou pas? Je les ai regardées, c'est parce que je les ai regardées que je n'ai pas grand-chose à vous dire. D'accord. Dans laquelle me réclamer, je ne sais pas quoi dire pour cette Voilà. Voilà. C'est un peu. Je like et je partage. Exactement. Et ensuite, dans la 8e, il y a Lady Dobrel qui semble avoir une première chance, le numéro 5, pour l'entraînement d'Emmanuel Clayeux. Et je ne sais pas si tu as vu quelque chose, et la dernière, la 9e. Non, comme je t'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai regardé, que j'ai bien vu qu'il n'y avait rien d'intéressant. Très bien. Donc, du moins pour le flambe. Direction Pornichet, donc en semi-nocturne. Je sais que tu adores cet hippodrome également, avec 8 courses au programme. La première, c'est un handicap de catégorie divisée pour des 4 ans et plus, 1700 mètres. Johnny Style, le numéro 2, fait bien à Pornichet. Est-ce que ça fait partie d'une chance? Oui, j'aime bien le 2 et le 9, mais voilà, c'est vraiment histoire de parler un peu de la course. Mais tu connais ma passion pour cet hippodrome. Où il est très difficile de prévoir le scénario de course. C'est des courses qui sont très souvent très rythmées. Faut voir l'état de la piste, savoir si on peut revenir ou pas selon la météo. Je suis pas fan de ce genre de tracé. Pareil, les hippodromes français, c'est vraiment celui-là que je n'aime pas, tout simplement. Mais on est obligé d'en parler tout de même, Cédric. La deuxième, c'est un Méden pour des 2 ans. Alors, j'ai vu tout de suite que Hugo Le Bouc, qui est jockey pour Joël Boinard, est sur un inédit, c'est le 10 Astov, alors qu'il y a d'autres... il me semble qu'il y en avait il y a un autre Boinard dans la course. Je suis d'accord avec toi, il n'a pas besoin d'être très bon pour faire l'arrivée d'un lot comme celui-ci, parce que c'est quand même pas un lot de phénomène. Je serais parti sur le 10 Astov et le 7 Midnight Magic. La troisième, son handicap de catégorie divisée sur 1700 mètres encore. Quelle est ta préférence? Ma préférence, oula, c'est un. Qu'est-ce que j'exècre le moins? C'est ce que tu veux dire? Il y a le 7 Alberi. Non, plus sérieusement, je suis pas très inspiré dans cette course-là. Qu'est-ce qu'on pourrait tenter? Peut-être le 2 Golden City. On peut peut-être se ramener à penser que son entourage effectue un long déplacement. C'est quand même pas des fins touristiques. Donc je me méfierais du 2 Golden City qui devrait être monté aux avant-postes et aller loin ici. Je regarderai le 7 Alberi qui fait bien Pornichet, qui connaît bien cet hippodrome. La quatrième, toujours sur handicap de catégorie divisée. Cédric. Mm-hmm. Ah oui, là c'est les 18 et moins. Hein, là, c'est... Oui, non, mais là c'est de mieux en mieux. Le 5, l'air du temps. Offre pas mal de garanties a priori. Je dirais 5-3 As, mais avec un bon avocat.
Est-ce que je suis jamais allé sur place à Pornichet, est-ce que certains programmes plats Oui, Les tournants, c'est un petit peu relevé. d'accord. Parce que pour Princesse Mais Laura, c'est assez plat, même si en phase finale, ça monte un peu. Princesse Laura, le numéro 1, donc j'avais parlé avec Fabien Lefebvre, j'étais rentré avec lui en TER de Chantilly. Il nous avait parlé que Princesse Laura, il faut vraiment des pistes plates pour celle-là. Elle est très belle d'ailleurs, on dirait pas que c'est une 18 de valeur quand on la voit physiquement. Mais donc peut-être si c'est plat, à la reprendre le numéro 1, Princesse Laura. La 5e, c'est un handicap de catégorie divisé pour des 4 ans et plus, mais sur 3100 mètres cette fois-ci, Cédric. Quelle est ta préférence? Là aussi, c'est pas si simple. Le 5 Lunatico, dans un bon jour, peut faire quelque chose de plaisant. Un cheval qui se monte aux avant-postes, associé à un pilote Hugo Lebouc qui n'a pas son pareil sur ce tracé. Voilà, je dirais le 5 Lunaticos, mais sans beaucoup de conviction. Derrière, peut-être l'Agora Game, le numéro 2, que j'avais en note une fois, peut-être à reprendre. Pour l'entraînement Mathieu Bram. La 6e, c'est toujours son handicap, donc la deuxième épreuve sur 3100 mètres. C'est pas beaucoup plus passionnant. Le 5 Spirit of Dance, par le même entourage, Thierry Mercier, Hugo Lebouc. Pourquoi pas, là c'est un choix qui pareil, qui monte aux avant-postes, qui est dur, et qui peut pourquoi pas aller loin si on le laisse faire, et pourquoi pas le 10 Already Queen, si on oublie sa dernière sortie, voilà, sans garantie extrême. Et pour te faire plaisir, il y a même une 3e épreuve, c'est la 7e, sur 3100 mètres, des 4 ans et plus toujours. Je me méfierais du 3 Jing's Angel, puisque Hugo Lebouc a préféré monter pour Thierry Pochet que pour la famille Mercier, qui a le 7 Rock of Spirit. Donc je me méfierais beaucoup du 3 Jing's Angel. Et pourquoi pas le 2 Alex the Dancer, associé à Simon Planck, qui revient en plat et qui fait des efforts au poids pour pouvoir monter. Donc c'est quand même pas sans conviction. 3 et 2. Et la dernière à Pornichet, c'est la 8e, à 20h06. C'est un handicap de catégorie pour des 3 ans sur 2100 mètres. Pourquoi pas le 7 Wakif dans un bon jour, mais il est quand même sur courant très alternatif. Et je persiste à penser que pour l'entourage numéro 11, Early Life, Roberto Montenegro ne vient pas à Pornichet exclusivement pour ramener une bourriche d'huîtres ou manger des crevettes. Donc voilà, je dirais le 11 Early Life, la casaque de François Bérou. Voilà pour samedi. Aussi, alors, je ne sais pas si elle est jouable sur notre partenaire Genibet, mais il y a une très belle course en obstacle à Newcastle. Si vous regardez, c'est avec Constitution Hill face à d'autres de très bons chevaux. C'est vraiment superbe à voir. Dimanche, direction Cran pour le matin. C'est à 10h10. Début des réunions, 10h40 la première. Là, c'est en haie, là, en obstacle. Cédric, la première, 3400 mètres pour des 4 ans. On fait l'obstacle aussi, alors. Donc, j'aurais 2 Blackbird qui peut faire une bonne rentrée. On a vu que les chevaux de François Nicole couraient bien frais ou même d'entrée de jeu, puisqu'on a eu un débutant de François Nicole s'imposer aujourd'hui à Compiègne. Donc oui, je me méfierais de ce numéro 2 qui, dans ce lot qui n'a rien d'exceptionnel sur le papier, doit pouvoir, selon moi, bien faire. Et je me méfierais du 10 For Life, qui nous doit une revanche. Un cheval qui a montré du potentiel en début de carrière et qui a plutôt ensuite déçu. Donc je dirais 2-10 As, mais voilà, c'est vraiment l'apéritif. La deuxième, c'est une course à condition pour les 3 ans. Alors pas simple, ils n'ont couru qu'une seule fois la plupart. Il y a même des inédits, même 5 inédits tout en bas. 6. Ouais, le 2 Mr. Sun devrait, selon moi, bien courir. Il a plutôt bien débuté et doit pouvoir confirmer dans un lot comme celui-ci. Le 5 Malina Bella, elle aussi a plutôt bien débuté. Il doit pouvoir bien faire. J'aurais 2-5-4, même si on sera curieux de voir à l'œuvre des débutants. Maintenant, je suis pas sûr que pour les débutants, ça puisse suffire. Il faudrait vraiment un bon débutant pour bien faire, parce que les chevaux ont couru plutôt bien couru dans l'ensemble. Et le terrain devrait, selon moi, être assez pénible, assez exigeant. Donc il faut vraiment un cheval qui a beaucoup de travail pour bien faire l'entrée de jeu. Ça, j'ai oublié de le rappeler, le terrain est à 4,3 jugé collant. C'était pénométré ce matin. Alors la troisième, c'est aussi pour des 3 ans, de 1400 mètres, c'est un Méden cette fois-ci, pour des poulains entiers et hongres et pouliches.
Oui, je ne pense pas que Mario Baratti vienne à cran les mains dans les poches. Le 5 Top Town Telltale progresse au fil des courses et cherche son jour. C'est quand même une belle occasion pour ouvrir son palmarès ici. S'il était battu, par qui pourrait-il l'être? Bonne question. Peut-être par le 13 Madama. C'est vrai qu'il est jugé en 37. Ça devrait suffire tout de même dans cette course-là. Et je ne vois... Non, c'est sur 2400 mètres, d'accord. La quatrième, c'est toujours sur 2400 mètres, ça ne change pas. Mais c'est aussi pour des 4 ans et plus, Cédric, la quatrième. Ouais, c'est un lot intéressant. C'est un lot intéressant dans lequel la vérité ne saute pas vraiment aux yeux. Il faut vraiment être bien inspiré pour toucher cette course-là. J'aime bien le 4 Happy Christnat qui est en forme et qui aime bien ce genre de terrain. La même remarque pour le 2 Never Come Back, c'est pour moi les deux bons points d'appui de la course, 4 et 2. Maintenant, je rajouterai l'As Cagnard de Luxe pour une cote. Si c'est vraiment défoncé, ça peut être très amusant. Le numéro 1 Cagnard de Luxe, qui est vraiment un cheval particulièrement à son affaire sur des pistes détrempées. Le numéro, pardon L'As. D'accord. 4-2-1. 4-21. La cinquième, c'est toujours ce handicap pour des 4 ans et plus, handicap divisé. Oui, le 8 Princesse Cara me décevrait en n'étant pas pour le succès. Dernièrement, elle a encore été très percutante à Saint-Cloud en prenant l'avantage très tôt, mais elle a été très courageuse. Si elle a bien encaissé, si elle répète la même valeur que dernièrement, elle doit lutter pour le succès, elle doit même d'ailleurs vaincre. Qui pour lui opposer en priorité? Les chevaux du haut portent beaucoup de poids quand même, hein, donc je serais prudent à leur sujet. Je ferais plus 8 de base et après je mettrais pourquoi pas le 11 Quart d'Argent, qui court bien avec de la fraîcheur. Le 13 Canelo, que je rachèterais. Et pourquoi pas le 14 Mr. Power et le 15 First Création. Il y a le 10 Aaron aussi qui court très bien 2 fois deuxième dernièrement. Il fait bien cran aussi, tout à fait. Et si c'est. Alors, en plus, il a déjà fait 2000 avec Akotango, adore ces terrains-là également, le numéro 1. Beaucoup de poids, hein, quand même. C'est vrai. La référence, j'ai prêté beaucoup de poids. C'est vrai. Là, bon, le sixième, on repart sur l'obstacle, sur le steep. Est-ce que tu as regardé? Oui, j'ai regardé, mais c'est pas parce que j'ai regardé que la solution m'a sauté aux yeux. Hein. Ouais, non, il y a les Moss, objectivement, c'est très compliqué. Si il fait sa bonne valeur, le 5 Lemnos devrait lutter pour le succès. Ça relève de l'évidence, mais qui débute en c'est à vérifier. Ouais. Qui débute en steep, mais c'est vrai que sur sa valeur, ça paraît logique en quelque sorte. La septième, c'est toujours sur le steep, un handicap pour des 5 ans. J'ai toujours été un fan de ce numéro 7 Apollo Creed. Un cheval qui dure, qui a 11 ans. C'est le genre de chevaux qu'on aime aux courses parce que c'est un cheval qui répète ses valeurs, qui dure dans le temps, qui est honnête. Un admirable compétiteur. Donc voilà, je conseillerais le 7 Apollo Creed pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Et la dernière, c'est un cross. Est-ce que tu as regardé le cross, le prix puce au jouet? Oui, j'aime beaucoup le cross. Ça, c'est une discipline qui est passionnante. Et j'aime beaucoup le 3 Falstaff qui avec son entourage fait vraiment du très beau travail. Je crois qu'il a l'avantage de connaître le parcours. Je pense qu'il était deuxième de cette course-là l'an passé. Et qui, à mes yeux, est un solide favori. Le numéro 3 Falstaff. Après, chacun les siens. Pourquoi pas là se donne le change. Qui lui aussi a 12 ans, bientôt 13. Et son entourage fait là aussi du très beau travail pour conserver ce cheval-là dans de telles dispositions. Donc je dirais 3-5. Mais c'est une course très intéressante à étudier. Voilà, pour Cran, c'est en matinée, dimanche matin. Toulouse est en semi-nocturne, c'est dimanche, avec un terrain jugé à 4,2. De toute façon, il y a du terrain lourd partout. Hein. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Sauf à Salon de Provence hier. Oui, sauf à Salon de Provence, c'est vrai. Mais aujourd'hui, à Compiègne, c'était vraiment défoncé. Donc 4,2 à Toulouse. La première, alors, ils sont obligés, c'est une course en S, je te demande pour des 4 et 5 ans. Que vois-tu, Cédric? Pourquoi pas le 6, le Litasei? Pourquoi pas? Je dirais que sa rentrée a dû lui être profitable. Elle n'est pas si mal débutée. Pourquoi pas? Mais c'est pas un grand lot. Hein. Non. C'est sincèrement pas un grand lot. Bon, alors après qui lui opposait pourquoi pas la Chaillée de service. Numéro 4, la Désirée Jersey. Les Chaillés reviennent en forme.
Mais voilà, le 4, mais vraiment du bout du stylo. C'est une course que je ne jouerai pas. La deuxième, c'est du steeple pour des 4 ans, 3500 mètres. Que vois-tu? Bah, je vais être très transparent avec vous. C'est la même C'est ça. punition. C'est une course que je ne jouerai pas. Écoute, voilà, la troisième, là c'est le plat qui commence avec le réclamé pour des 2 ans, 2000 mètres. Un réclamé, wow, c'est pas extraordinaire, hein. Non, Antonio Rani, pour lequel je travaille, va monter le 4 au fond remis. Elle a pour elle beaucoup de tenue. L'état du terrain va jouer en sa faveur. Elle a un bon numéro dans les boîtes, ce qui pour moi est un atout malgré tout. Parce qu'à Toulouse, c'est pas toujours un avantage de venir en dehors. Donc je suis confiant que le 4 fond remis, pour moi, c'est un bon point d'appui pour vos jeux combinés. Et je serais déçu qu'elle ne court pas bien, qu'elle ne finisse pas à l'arrivée. Qui lui opposait, c'est très, 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 très ouvert, puisque l'eau est quand même particulièrement moyen. Pourquoi pas le 16 Black Velvet avec un petit poids à porter et pas mal d'expérience. Je trouve aussi que l'autre Scandella, numéro 10, Laetiana, a débuté mieux que l'indique le résultat. Du moins, elle m'a paru verte et immature. Elle doit pouvoir accuser des progrès, donc pourquoi pas ce numéro 10 dans un jeu combiné. Moi j'ai bien aimé la dernière course de Yves Rachop, le numéro 9, qui finissait bien en retrait au Croisé-la-Roche. La quatrième, c'est la 17e étape du défi du galop. 2400 mètres, la liste tête. Donc, Homodeus, le numéro 2, vient de très bien gagner. C'était au. J'ai un doute maintenant, mais vient de À Bordeaux. À Bordeaux, voilà. Est-ce que c'est ton T'es à favori? Bordeaux, oui. Est-ce que c'est ton favori? C'est mon favori. S'il répète, oui. S'il répète, oui. Malgré tout, là, ça va être une deuxième course après une bonne entrée, non? C'est ça? Vrai. Oui, c'est ça, exactement. S'il ne met pas le contre-coup, oui. Ça me paraît. C'est celui qui offre le plus de garanties. Mais j'aime beaucoup le numéro 3, Daring Prince. C'est un choix qui a comme eu d'autres ambitions. C'est vrai que ses plus récentes sorties ne sont pas ses meilleures. Mais je me garderai de le condamner hâtivement. C'est un cheval qui a quand même montré du vrai potentiel. Alors, est-ce que l'autre jour, c'était trop long? Peut-être. Ça peut expliquer le fait qu'il est déçu. Mais c'est un cheval que je rachèterai, le numéro 3, Daring Prince. D'autant que Stéphane Vattel ne vient pas de Normandie à Toulouse sans raison. Je pense que ça doit quand même une course qu'on a un peu cochée, même si ça arrive en arrière-saison, que les opportunités se rétrécissent. Mais voilà, je te dirais 2-3-8. Le 2 Modeus, le 3 Daring Prince et le 8 Bévan. Moi, j'ai toujours aimé Jordanella, le numéro 10, qui toujours est trop loin et vient finir, mais je trouve que c'est toujours une chance, c'est toujours pas joué, 10 contre 1. C'est intéressant. Derrière Modeus, bien sûr, le numéro 2. Il a là, ça l'accord de Modeus. La cinquième, 1200 mètres, c'est handicap divisé pour des 3 ans et plus. Le matelot vient de très bien courir, le numéro 2. C'était dans un terrain défoncé également. Quel numéro? Je n'ai pas compris. Le matelot, le numéro 1. Ah oui, oui. Cœur de galop. Oui, mais c'est un 3 ans contre les vieux. C'est ça. Oui, c'est une course très ouverte, ça. C'est un joli lot, hein. C'est les bons chevaux. Antonio Rani monte le 6 Braise Moon. Quelle belle histoire. Elle a gagné combien de courses cette année, cette jument-là? Elle en a gagné 4. Elle a presque gagné 5 si Antonio Rani n'était pas tombé à Salon de Provence. C'est magnifique. C'est une jument exceptionnelle. Est-ce qu'elle n'est pas un peu mieux corde à gauche? On va le vérifier à Toulouse dimanche. Mais l'autre jour, elle a quand même fait encore dernièrement une très belle impression. Et je suis curieux de la voir à l'œuvre une nouvelle fois. C'est vraiment une admirable compétitrice. Et une jument, voilà, vraiment qui a réalisé une saison en tout point remarquable. Donc pourquoi pas une nouvelle fois, d'autant que le terrain ne va pas la gêner. Oui, je te rejoins, pourquoi pas, sur le matelot. J'ai rien contre non plus le 3 Bud Forchester. Le 5 Forza Capitano aura son terrain de prédilection, le terrain souple. Mais voilà, on peut élargir, hein. C'est une course dans laquelle on peut se faire plaisir à faire des jeux combinés élargis. Si c'est lourd et qu'on peut venir en dehors, le 15 Ewa est un pari amusant, puisque son entourage vient là un peu en appel, puisqu'elle avait une très belle opportunité à saisir à Amiens dernièrement. Sauf que, hélas pour son entourage, la réunion avait été annulée juste au moment où elle devait rentrer en scène. Donc, son entourage se rabat sur cette occasion. Elle affronte ses aînés, elle n'est pas nécessairement particulièrement bien engagée, mais c'est une jument de terrain lourd et qui arrive vraiment en forme à ce moment de la saison, donc faut pourquoi pas tenter. Oui, elle a tiré la corde de 16, malheureusement, pour ce 15 Eiwa.
La 6e, c'est la 2e épreuve de ce même handicap divisé sur 1200 mètres. Antonio Rani montrait Daryl James, numéro 5, un bon vieux compétiteur, un cheval du Romal qui a ses humeurs, hein, qui n'est pas de tous les jours, mais qui est intrinsèquement tout à fait compétitif dans un lot comme celui-ci, d'autant que le terrain lourd, il adore. Cependant, il y a des chevaux qui offrent peut-être plus de garanties récentes que dans la forme est moins sujette à caution. Je pense évidemment au 10, au Wazashop, et au numéro 4, Blue Dream, qui seront à mes yeux de très solides favoris ici. Je suis d'accord avec toi pour Blue Dream. La 7e, c'est un handicap pour les 3 ans, mais sur 3000 mètres cette fois-ci. 3 ans et plus. Oui, alors là, Antonio Rani monte le 5, Lady Mana. Lady Mana qui est en pleine forme, qui a enlevé 2 handicaps lors de ses 3 dernières sorties publiques. Elle a évidemment été pénalisée, ça se complique, elle est rallongée en distance. Mais je persiste à penser qu'elle va encore très bien courir. Je ne dis pas qu'elle va gagner, parce que malgré tout, elle a quand même un cap à franchir, mais je serais très surpris qu'elle ne finisse pas dans la combinaison gagnante d'un top 4. Donc voilà, si on peut la prendre en base, celle-ci, qui lui opposait. Il y a un choix que je vous invite à regarder avec vive attention, c'est le numéro 15, Lucho Vero. Alors il a un programme épouvantable, c'est un choix qui n'arrive jamais à trouver un engagement cohérent cet automne, c'est dommage. Parce que là, il a sur sa distance, il va avoir son terrain, sauf qu'il affronte une opposition assez relevée. Mais en 23,5 de valeur, ce cheval est à mes yeux un peu déclassé. Et Lucho Vero, si Anaël Mécouche arrive à en tirer la quintessence, un cheval quand même assez froid, qui va mettre du temps à entrer dans sa course, mais c'est vraiment le genre de compétiteur qui peut venir pimenter les rapports d'un jeu combiné, comme numéro 16, Tigre Rouge, qui arrive en forme vraiment à cette période de l'année, qui sera associé à un jeune homme dont on devrait parler à terme, à Tom Morrison, qui est un jeune Taman Rider de qualité et qui devrait, pour moi, faire un jockey intéressant à moyen terme. Donc voilà, le 5, Lady Mana, base selon moi, et on peut s'amuser avec les petits poids. Qui est très jeune, hein, Tom Morrison, qui n'a même pas 18 ans, si je ne me trompe pas. Et qui, c'est vrai, était un excellent cavalier. Il y a le 8, la Beaubride, pour Shimizu, qui fait le déplacement. Hiro Shimizu, qui revient sur gazon. Voilà pour la 7e. La 8e, la dernière, c'est son handicap pour des 3 ans, sur 2000 mètres. Ouais, il n'est pas si facile. Hein. Non. Il n'est pas si facile. C'est une course très ouverte. Le 9, Sandy Eagle, nous doit une revanche. Sa dernière course ne refait pas sa juste valeur. Je pense qu'il faut la racheter. Je pense que Alex Pantal est bien armé ici, que le 4 Escape Game aussi. Maintenant, ça vient un peu de tous les côtés et c'est pas nécessairement très facile comme course. Je suis curieux d'avoir ton avis, Samy, mais je suis pas nécessairement très inspiré. J'ai toujours bien aimé Sarcrater, mais c'est une première fois sur la distance, il me semble, 2000 mètres, avec Delphine Santiago. Donc c'est un peu mon abonnement. Et après, je suis d'accord avec Escape Game, le numéro 4. Et l'autre Pantal, oui, le 9, Sandy Eagle. Voilà pour Toulouse, c'est dimanche. Merci Cédric. C'était un plaisir. Donc Auteuil, vous verrez avec Thomas Borin. Exactement. Bon, c'est merveilleux. Vous voulez que je vous parle de Lyon-la-Soie lundi? Ah, bah, avec plaisir. Lyon-la-Soie lundi, j'aurai Antonio Rani qui sera sur place parce que Manon Germain, hélas, qui avait des très belles cartouches à monter, est à pied dimanche lundi. Donc, immense frustration. Mais bon, on compose avec les éléments hostiles. Donc, Antonio Rani, on va parler de la réunion dans la globalité. La première, pour moi, je pense que le numéro 7, Black Boss, est une belle chance, tout comme le 6 avant l'orage. Donc, je dirais 6 et 7 dans la première. La deuxième course, c'est un handicap divisé de 1400 mètres, dans lequel Antonio Rani a monté le 6 Timbalina. Elle a fait un clin d'œil dernièrement. Elle adore ce parcours-là. Pour moi, c'est un pari très amusant. On lui opposera notamment le numéro 10, Exit, en pleine forme et irréprochable. Troisième course du programme, dans laquelle Antonio Rani monte Chonburi, qui a fait un vrai truc dernièrement, monté par Manon Germain. Il a vraiment fait le tour du peloton. Si la jument est aussi dans les mêmes dispositions, je pense qu'elle devrait confirmer. Je me méfie beaucoup du numéro 2, Poets Black, qui, en 20 de valeur, doit pouvoir épingler une course comme celle-ci. Et j'aime bien aussi le 3 Second to None, qui n'a pas eu toujours des revends de course favorables, mais qui, en cette valeur, est selon moi particulièrement recommandable, comme le 10, Préférencia. Quatrième course du programme, dans laquelle Antonio Rani monte 4, Bobby Murphy.
Bobby Murphy qui vient de renouer avec le succès sur ce même parcours. Il a été pénalisé, sa tâche se complique naturellement, mais le cheval devrait une nouvelle fois très bien se comporter. On lui opposera notamment le numéro 2 sous influence, qui est particulièrement bien engagé ici et qui, à mes yeux, représente une opposition très solide. Comme le numéro 9, Novaken, qui avait fini dans une très belle action dernièrement dans le sillage direct de Bobby Murphy. La 5e course du programme, dans laquelle j'aime bien le numéro 10, Belle Lumière, qui pourrait éventuellement se racheter. Le 4, Harpis, ne vient pas des fins touristiques de Normandie, entraîné par Stéphane Sirolis. Et j'aime bien aussi le 5, Betica, qui vaut mieux que l'indique sa course de rentrée, qui avait été plutôt discrète. Dans la 6e course, prix de consolation, Antonio Rani retrouve le 3, Cartimandua, qui reste sur 2 succès, qui adore ce parcours et qui devrait une nouvelle fois chèrement défendre ses chances. Ce n'est toutefois pas fait d'avance, notamment face au numéro 8, Dire la vérité, qui est très bien engagé ici pour son retour en plat. 7e course du programme, dans laquelle j'aime bien le numéro 4, Majouba, qui peut surprendre ici à Bellecote. Dernièrement, elle était très malchanceuse. Et pour moi, c'est un pari amusant, tout comme le 6, Imperator, qui dernièrement a vraiment échoué de peu pour le succès. Antonio Rani montant pour sa part numéro 9, Making Waves, qui peut pourquoi pas viser une place ici, mais qui ne semble pas avoir beaucoup de marge face à cette opposition. Très bien, écoutez, merci Cédric. C'est un plaisir. Et nous accueillons quelqu'un qui a remporté groupe aujourd'hui, c'est Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Samy, merci beaucoup. Ouais, un très beau groupe avec Eda Murat qui maintenant a 2 groupes à son actif. Bah ouais non on est vraiment content parce que voilà on l'avait préparé pour ça. Il avait bien gagné la préparatoire. Là il fait que confirmer. C'est un cheval qu'on estime beaucoup. On aurait pu aller sur le groupe 1, mais bon, il y avait Léopard du Barlet à battre. Comme il n'était pas engagé, c'est compliqué de prendre la ligne supplémentation. Voilà, on est resté à valider son ticket pour les bonnes courses l'année prochaine. En tout cas, c'était une belle victoire. Et aujourd'hui, les Arnaud Chaéchaï étaient en forme. Hein. Ouais, terrain un peu lourd, les chevaux qui sont passés un peu de leur passe. Et content pour qui remonte le meilleur d'eux-mêmes. Donc ce week-end, il y a une réunion à Auteuil, c'est de samedi. C'est pas la dernière réunion de l'année, hein, mais il y aura encore une au mois de décembre. Terrain très lourd, hein, 4,7. C'était superbe, c'était le dimanche dernier, il me semble, avec du vrai terrain lourd. La première 11h18, c'est un steep pour des 4 ans, 4400 mètres. Il y a des lignes qui se rejoignent. Est-ce que... Alors, Tiznit vient de changer de casaque, le numéro 3, il vient de gagner très bien, c'était sur plus court. Rallongé cette fois-ci, est-ce que c'est un favori ? Ouais, ça peut être mon favori. Après, moi, j'aime bien aussi Here We Go. Oui. Cheval qui fait toutes ses courses, qui est dur comme du rock. C'est pas le plus courageux, mais voilà, sur 4004, je pense que ça peut lui convenir. Mais moi, j'aime bien. Ouais, 3-4, c'était un peu les 2 chevaux que j'aime beaucoup. Moi, là-dedans, j'ai le prétendant qui est un peu en dessous de ces chevaux-là, mais qui fait ses courses. On est en bas de tableau, on a un petit poids, on va essayer de jouer là-dessus. 4004, ça va l'aider. Mais voilà, on va viser une 3-4e place. Si on fait mieux, tant mieux, mais... de base, on a une 3-4e chance, je pense. Et il y a là l'Oreca du Noyer, alors qu'il était très bien face à Here We Go numéro 4, qui a fait une faute à l'adhère, qui l'a un peu coupé dans son élan. Donc peut-être à reprendre ce numéro 1, l'Oreca du Noyer. Totalement. La deuxième, c'est un réclamé pour des 4 ans sur les haies, 3600 mètres. Il est non partant numéro 7 en plus. J'allais dire numéro 7. Mais non, parce que Moonraker Chic qui est en 74 kg avec James Reveley, est-ce que c'est ton favori ? Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu le cheval. Après 74 kg dans ce terrain-là, c'est dur quand même. Ouais. Il y aura quand même beaucoup de poids. Faut voir. Moi, il y a un cheval que j'aime beaucoup, que j'ai bien aimé l'autre jour à Moulins. C'est le cheval d'Anne-Sophie Paco, le 6 Pedro Cabral. Cheval qui est dur, qui a quand même des bonnes perfs en plat. Et l'autre jour à Moulins, il est 5e, il courait plutôt bien. Le lot était correct. Là, réclamé avec la décharge. Voilà, je lui vois une bonne chance. Le mien, Lotus Bleu, l'autre jour à Argentan, je suis 4e, c'est un petit cheval. Il est dans sa catégorie, là on lui met les airs australiennes. On va viser une bonne place avec lui.
Et c'était ses débuts, hein, numéro 6, Pedro Cabral Ah 900. non, Ah non, parce il que avait moi, je couru, l'avais oui, déjà c'est monté vrai. à Compiègne. Oui, il avait fait une course pour ses tout Ouais, débuts. il avait couru 2 fois à Compiègne, C'est ça. une fois avec moi, une fois avec Baptiste Leclerc, je crois. Mm. Et mais ça n'avait pas trop été au printemps. Et du coup, elle l'avait remis un petit peu en plat, parce que le cheval avait besoin de s'endurcir un petit peu, je pense. Et là, voilà, là, l'autre jour, je lui dis, c'était plutôt pas mal. Il a pris de l'assurance sur les obstacles. Et moi, je vois une bonne chance à réclamer. Je vois une bonne chance. La troisième, c'est le prix Nupsala. C'est une course à condition pour des 4 ans. Le style 4400 mètres. Je vais m'en parler de Tiznit dans la première. Bah là, il y a Liscaria, c'est sa ligne, qui viendrait sur une belle victoire sur le steeple. Est-ce que tu vois Liscaria répéter? Oui, bah totalement. Je vois ça. J'aime beaucoup les gens d'Haleine qui restent sur vraiment des bonnes tentatives, je pense qu'a le profil pour faire Auteuil et terrain lourd. Donc voilà, je vois une bonne chance. Je reprendrai quand même attention quand même au 3, Lumino Bello, et au 4, le Rouge Émile. L'autre jour, c'était trop mauvais pour être vrai. Il était grand favori, ça n'a pas été. Je pense qu'il mérite crédit sur ce qu'il a montré. Je pense qu'il mérite crédit parce qu'en classe pure, il vaut largement un lot comme ça. Je suis d'accord avec toi pour le 3 Lumino Bello qui va devant, qui a des vraies références tout de même dans sa jeune carrière. Donc on peut contrer l'As Liscaria. La quatrième, c'est le cri Gérard Philippot. Une course à condition pour des 4 ans. Quel est ton préféré? Bah alors là-dedans, alors attends, je me mets sur la page. J'ai bien mis le 3 les 4 Tech, mais bon. Ouais, les 4 Tech, c'est très bien. Ça a très bien fait l'autre jour. Après, il y a un peu de tout. J'aime bien le 2, moi, Loustic d'érable. Et le 5, Rosemala, ça Argentan, c'était pas si mal. C'est battu d'un nez. Dans un lot comme ça, enfin, le lot, il est pas extraordinaire. Voilà, faut trouver des chevaux. Donc, moi, j'étais parti sur 3, 2, 5. Et le 8, Lovely pour l'entraînement du Bourg, j'ai bien mis sa victoire à Argentan. Oui, c'était très bien aussi, ouais, totalement. La cinquième, c'est le prix Citage. C'était un groupe 3 pour des pouliches et juments de 4 et 5 ans sur 4400 mètres, le steeple. Sur ce que vient de faire Nivalla, le 5, c'est vrai que ça va être la favorite. Oui, totalement. Après, moi, je lui préfère le 2, Adrénaline. Elle courait très bien dans le. Alors, dans le fondeur, elle est tombée. Ah non, elle a recouru en pardon. Non, elle vient de tomber en style dans le fondeur. Et j'aurais bien aimé la voir parce que la fois d'avant, quand elle est deuxième, moi, je montais coup 4T, j'étais troisième avec coup de 4T. Et la jument, elle fait vraiment une grosse impression. Je voyais une très bonne chance dans le fondeur. Elle est tombée en début de parcours. C'est dommage parce que voilà, moi je pense que dans un lot comme ça, moi je préfère le 2, Adrénaline, le 5 Nirvana et le 7, la Coco Caldi. En plus, elle a trébuché Adrénaline, et le numéro 2, c'est le jockey qui était tombé. Exactement, ouais. Donc, on n'a pas... Donc moi j'étais parti sur 2, 5, 7. Et attention quand même à ma jument, le 6 Boterviaz du Calon. L'autre jour c'était pas si mal. Moi je la découvrais. Là j'ai demandé à ce qu'on lui enlève le bonnet parce que la jument commençait un peu à s'endormir. Voilà, la jument est bien sans le bonnet. Je demande à la voir. Je pense elle mérite crédit. Elle a montré qu'elle avait de la qualité pour courir ces courses-là. Donc voilà, je pense qu'avant coup, voilà, on a la 4e chance, mais voilà, je l'aime beaucoup, donc j'en attends un bon comportement. Et attention à Ocre, peut-être numéro 3, c'est peut-être la dernière course de Jean-Bertrand de Balanda. Bah ouais, c'est vrai que c'est une bonne jument totalement, faut pas la rayer, pas du tout. Au contraire, et puis bah ça serait tellement mérité s'il pouvait gagner sur une course comme ça, enfin finir sur une course comme ça serait vraiment magnifique. Voilà, si je dois être battu, s'il y en a un que je veux qu'il me batte, ça peut être que celui-là. Enfin, ça me dérangerait pas d'être battu par celui-là par rapport à M. Balanda. La 6e, c'est le prix de Biarritz. C'est un réclamé pour les 3 ans, qui est une course extrêmement ouverte. Par défaut, je suis allé sur le 4 No Stress Saver, qui a fait de bons débuts. C'est à Compiègne, il me semble. Ouais, No Stress Saver, ouais, je suis totalement d'accord. Moi, je reprendrais le 6, My Favorite Mix. Dans ces lots-là, il fait toujours l'arrivée. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les chevaux d'Arnaud Chaillet et François Pamard ont montré une belle forme aujourd'hui. Je pense que là, ils sont sur un bon créneau.
Donc voilà, moi j'étais 4-6. Et mon petit cheval l'Enchanté, dans un terrain lourd comme ça. L'autre jour à Fontainebleau, c'était un parcours où la piste n'était pas, enfin, la piste trop roulante pour lui. Dans le terrain lourd, je pense que ça va vraiment l'aider. Donc voilà, je le prendrai en 3e position. La 7e, c'est le prix Boom, handicap divisé pour des 5 ans et plus. Tu es associé à, on le connaît bien, c'est Dinosaure, le numéro 6. Oui, que je vais découvrir. L'autre jour, c'était un petit peu dur, 4003. J'en ai parlé un peu avec Ludo, Philippe Ron. Il m'a dit, là, il enchaîne un peu les courses, commence à être un peu en fin de... On sent qu'il commence à peut-être être un peu fatigué. C'est pour ça qu'il a préféré prendre Storm des Flots, qui reste sur un bon gagnant. Et voilà, il pense que Storm des Flots peut répéter. Donc, j'aime beaucoup le 3, moi, Storm des Flots. Dinosaure, après, faut pas le rayer, hein, pas du tout. Hein. Bien évidemment, il est capable de il est dans sa catégorie, il est capable de bonnes choses. Mais après, le 7, Henri Brulard, l'autre jour, moi, la piste était collante le dernier coup à Auteuil, très haché, ça lui a pas trop convenu. Je suis parti peut-être un petit peu loin avec lui. Sur 3006, vraiment lourd, je pense qu'il faut quand même le garder. Et moi, j'aime beaucoup aussi le 11, Jiquito. Oui. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. J'aurais associé le 13, Josie Dajon, qui monte toujours quelque chose, qui monte en 3 courses dans les jambes. Et je vais me méfier du numéro 2, Coleman de Beaufour, qui vient d'être 4e à sa première course de l'année. C'était à Auteuil, dans un lot qui est quand même intéressant. On le verra dans la première épreuve, la dernière. D'ailleurs, la dernière, justement, cette première épreuve, 3600 mètres. Je regarde Thomas. Oui, Le avec 13. Mazarin du Verlet. C'est une chance avec le terrain en plus. Bah ouais, totalement. Le cheval, petit pot de la course, terrain lourd pour lui. Le cheval est en forme. Il vient de gagner. Il a gagné à Compiègne. Le dernier coup, il est 3e à Auteuil. Il courait super bien. Le cheval est en très belle forme. Donc voilà, on y va avec des ambitions. Il a le terrain lourd pour lui. J'aurais peut-être préféré un petit peu plus long qu'un 3006, mais je pense qu'il est très compétitif. Le cheval est bien. L'Otatou, Loufast, il m'a un peu déçu l'autre jour. Je sais pas trop quoi en dire. Moi, j'aime beaucoup les chevaux de Hugo Mérienne, Cassé la laine, Parfum d'une reine, qui sont. Je les ai vus travailler. Cassé la laine est vraiment en très belle forme. Parfum d'une reine, pareil, elle a été supplémentée, donc je pense qu'il faut y voir un signe. Et je rajouterais peut-être le 9, Tatou. L'autre jour, il fait pas sa course, mais il mérite crédit, je pense. Oui, et Parfum d'une reine, le 7, c'est vrai qu'elle fait toujours la note dans les quintés. Donc c'est vrai que ça paraît une bonne chance. Et moi, j'ai bien aimé la rentrée de... il y a Shanjet, le numéro 4, qui a très peu d'expérience. Oui, ce que j'allais dire aussi, ouais. Et Kirikou Desmers, le numéro 5, c'est la même ligne. Voilà pour Auteuil, c'est samedi. Alors il y a du il y a du Cannes-sur-Mer lundi. Est-ce que tu es à Cannes-sur-Mer lundi? Oui, j'ai avec 6 montes. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tes montes? J'aime beaucoup le steeple de 3 ans, la Master Falcon, cheval qui est très endurci, qui saute vraiment très bien le steeple. Je pense que le tracé de Cagnes va lui convenir. J'ai pas fait les lots dans le détail, j'ai pas trop eu le temps avec les courses aujourd'hui, et du coup j'ai zioté de loin. Donc, mais bon, je pense que ça va faire partie de mes bonnes cartouches. Et il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est dans les débutants, le cheval de Monsieur Collet, dans la première course, qui a déjà couru en plat, qui a un petit peu de métier. Et qui s'y prend bien. De vous dire que je vais gagner d'entrée de jeu, ça va peut-être être dur parce que c'est des débutants, mais ça sera un cheval à suivre durant le meeting et je pense qu'il faudra le noter sur les tablettes. Peut-être pas le premier jour, mais pour les jours d'après. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Thomas pour Auteuil et pour ces petits mots à Cagnes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, avec grand plaisir. Merci Thomas.